Au sommaire d'On refait le Mac, place au grand test de l'iPad Pro M5, nouvelle puce M5 dopée à l'intelligence artificielle, écran OLED Ultra Retina, iPadOS 26 qui transforme l'iPad en véritable Mac tactile. L'iPad Pro peut-il enfin remplacer votre ordinateur ? Face au MacBook Pro M5, quel est le meilleur choix ? Quid de l'iPad dans l'entreprise ? A-t-il trouvé sa place ? Quels sont les bénéfices à investir dans une tablette plutôt qu'un ordi ? Débat. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire, avec comme invité en plateau cette semaine. Ces vidéos sont hyper léchées, notamment sur le monde Apple, et sa chaîne YouTube The iCollection vient de dépasser les 1 million de vues, vraiment des petites vidéos à consommer avec grande gourmandise. Monsieur Jean-Baptiste Nicolet, salut JB. Salut Olivier, salut à tous. Et bravo pour les 1 million. Le million. Pas de vues, mais d'abonnés. J'ai dit quoi, T'as vues? dit 1 million de vues. Ouais, mais tu sais, je débute dans ce c'est métier. déjà pas mal aussi, ouais. C'est bien, si tu Ouais, fais c'est 1 million de très vues bon. à chaque vidéo. C'est magnifique. Ouais, écoute, Ouais. voilà. De l'autre côté de ce studio, le fantastique Laurent Pantanage. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Tu collectionnes les iPads aujourd'hui. Alors, ça va, Mac, iPad. Ah bon, toi, tu ne Là, veux pas j'ai choisir. du M. Là, je suis à peu près en M10, quoi. Ok. En duplex également, l'exceptionnel Christophe Degrave d'Underside. Bonjour Christophe. Non, jette plus. Est-ce que tout le monde va bien? Ben, ça va bien. Ça va bien. Je vois que notre invité spécial cette semaine qui vient du monde de l'entreprise, qu'on avait besoin de savoir un petit peu où on était, l'iPad dans l'entreprise, à savoir Mathieu Castel de Jamf. Bonjour. Salut Mathieu. En 2 mots, Jamf, c'est vraiment une solution pour administrer ses Macs, ses iPads dans l'entreprise, c'est ça? C'est en cela où aujourd'hui tu as une vraie expertise dans ce domaine? Exactement, donc on gère des flottes d'iPad, de Mac, d'iPhone, d'Apple Vision Pro même, pour les Non. professionnels, Vision Pro. l'éducation. Oui, il y a du Vision Pro D'accord. dans les entreprises. Et des iPad Pro, et donc c'est le sujet du jour, c'est bien compris. Bon, on fera un petit chapitre avec toi, notamment. N'hésite pas à intervenir quand tu veux. Un salut particulier aux membres du Club ORLM. Vous le savez, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est disponible rien que pour vous, en moyenne 24 heures à l'avance. Cette semaine, c'est 1 semaine à l'avance quasiment. Et vous êtes invité ici, au Village Baïssi à Paris, dans le 8e arrondissement, à venir assister aux coulisses de l'enregistrement. N'hésitez pas à vous abonner. Toutes les infos dans la description de la vidéo ou en scannant encore ce QR code. Les amis, un mot au sujet de notre sponsor. Il s'agit cette semaine de Ugreen. Arrêtez de payer trop cher pour le stockage. Avec le Ugreen NAS DH2300, faites plutôt des économies. Le Ugreen NAS DH2300 est la solution de stockage simple et abordable pour sauvegarder vos photos, vidéos et fichiers en toute sécurité et sans aucun abonnement mensuel. Son petit boîtier élégant accueille 2 disques SATA pour une capacité allant jusqu'à 60 Tera. Associez votre smartphone instantanément avec le NFC et profitez d'un accès aux fichiers sur vos téléphones, ordinateurs portables, et ce, depuis n'importe quel endroit. Il se connecte même directement sur votre TV via une prise HDMI pour regarder vos films ou séries. Alors, combien ça coûte? Le NAS nu sans disque dur est vendu au prix de 209,99 € sur Amazon. Profitez jusqu'au 20 novembre d'une remise de moins 20%, son tarif passant à 167,90 € seulement. Bref, le Ugreen NAS DH2300 est beaucoup plus économique qu'un abonnement iCloud. Si vous choisissez par exemple un forfait de 12 Tera, celui-ci est facturé 719,88 € par an, soit 2159,64 € après 3 ans et 3599,4 € au bout de 5 ans, un tarif beaucoup plus élevé que le NAS de Ugreen, affichant la même capacité. Si vous souhaitez en profiter, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo ou épinglez dans les commentaires. Vous pouvez aussi flasher ce QR code. Un grand merci à Ugreen de nous soutenir. Comme chaque semaine, le sondage, on vous a posé une question sur X, sur le compte d'On refait le Mac, Laurent. Avec iPadOS 26 et la puce M5, l'iPad Pro peut-il remplacer votre Mac au quotidien? Et vous allez voir, c'est serré, parce qu'on a presque 38% des gens qui nous ont dit non, le Mac reste indispensable. Et on a aussi 38% des gens qui nous ont dit ça dépend des usages. On a
14% qui nous ont dit oui, c'est devenu mon ordinateur principal. Quand même. 11% qui ont dit je n'utilise pas d'iPad. Mais si tu fais la somme, tu te rends compte qu'il y a une différence entre ça dépend des usages et le nom. Tu vois, donc c'est quand même plutôt. Les gens sont quand même. Je crois que les gens sont attachés à leur Mac. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette peur qu'il manque quelque chose sur l'iPad. Alors, l'arrivée d'iPadOS 26, ça va être l'objet du premier chapitre, mais n'hésitez pas en tout cas à nous suivre sur X, le compte On refait le Mac. On poste chaque semaine un appel à questions et on lit vos messages en plateau. On enchaîne avec justement la découverte du design de cet iPad M5 et on va surtout parler d'iPadOS 26. Avant d'aborder le sujet d'iPadOS 26, on commence par le tour du propriétaire. Laurent, côté design, Apple ne bouscule rien ou presque. Non, on l'avait déjà dit pour les MacBook Pro, qu'on restait dans une espèce de lignée. On avait été un peu surpris sur les iPhones en disant qu'il y avait eu un petit peu de... Un peu beaucoup quand même. Oui, bon, si je peux me permettre. c'est pas non plus, on a gardé les bords assez droits. Et alors là, sur l'iPad, ça n'a... De l'extérieur, je pense que quelqu'un qui ne saurait pas regarder avec précision serait pas capable de te dire la génération de l'iPad que c'est, quoi. Les évolutions, c'était vraiment sensible, JB, l'année dernière avec l'arrivée de l'iPad M4 Pro, donc un modèle qui était très fin. D'ailleurs, souviens-toi, la pub, elle avait fait un peu polémique à l'époque. Ouais. Il y a un changement sur le nouvel iPad cette année. Est-ce que Ouais. vous le connaissez ou pas? À Sur le design. Il n'y a plus marqué iPad Pro derrière. Waouh. C'est la seule différence pour savoir lequel est un nouveau ou un ancien, entre Alors, guillemets, iPad effectivement, M4 ou regardez. M5. Il n'y a plus marqué. Et sur le tien, qui est un iPad M4, Hop. Effectivement, iPad Pro. Ouais. Voilà. Là, bon, là, c'est difficile Comme à ça lire, qu'on peut mais savoir, bien mais, joué. Mais oui, non, cette année, le design n'a pas du tout changé. Et en même temps, est-ce qu'il y avait vraiment besoin qu'il change? oui, parce que l'année dernière, ils avaient fait un énorme effort au niveau Ouais. de la finesse. C'était vraiment l'avancée la plus sensible. Hein. Ouais, c'était la finesse, puis cet écran tandem OLED. Et en fait, le design aujourd'hui de l'iPad, il date de 2018 quand même. C'est une éternité sur le monde des technologies. Et pourtant, il marche toujours autant et il fonctionne toujours aussi bien, ce design. Ouais, il y a peut-être les bords. Les bordures qui pourraient un peu être réduites, je pense. Les bordures qui prennent un peu trop de place. Mais bon, faut bien le tenir dans la main. Donc Ouais. je me dis, c'est un mal pour un bien. Ouais. Peut-être Ouais. qu'un jour Apple va réussir à diminuer tout ça, mais pour un design, franchement, je vois pas comment on pourrait faire mieux sur ce design d'iPad. Donc il est fonctionnel, il marche bien, il chauffe pas, il est grand, il a une grande batterie, il est cool. 5,3 mm d'épaisseur pour le 11 pouces, 5,1 mm pour le 13. Et puis, par génération en génération, mais on l'avait vu, Christophe, l'année dernière avec l'iPad M4 aussi, de plus en plus léger. Et puis toujours très sobre en termes de couleur. Hein. Tout à fait. Donc pour le 11 pouces, par exemple, on parle de 444 grammes. Et puis, en fait, pour le 13 pouces, on va passer à 579 grammes. Ce qui fait quand même une différence entre les deux, mine de rien, en fait, quand on y pense. En dehors de la taille, il y a quand même le poids. Pour une tablette, c'est super important. Mais donc voilà. Et au niveau du design, au niveau couleur, en fait, on a du noir sidéral et, devinez quoi, de l'argent. Mathieu, c'est pas bien, tu n'es pas venu avec un iPad, tu es venu avec un Mac. Tu as choisi ton camp pour cette ouais, émission. Voilà. Moi, il y avait vraiment un défaut qui m'énervait sur les anciennes générations d'iPad Pro, même les iPad Air, c'était le positionnement du FaceTime, tu sais, de la caméra FaceTime. Là, elle a migré au bon endroit, enfin. Enfin, on va pouvoir Il a utiliser. fallu combien de générations pour y arriver là Ça fait 10 ans, l'iPad Pro, première génération. Mais effectivement, la caméra frontale passe en mode paysage, ce qui fait que dans l'entreprise, quand on fait beaucoup de visio, de Zoom, de Teams ou autre, on va C'est pouvoir déjà le cas du utiliser. M4. Hein. Ouais, c'est pas tout récent, ouais. Ouais, c'était déjà Ouais. l'année dernière. C'est-à-dire qu'avant, il était au sommet, donc forcément, il fallait se mettre comme ceci pour pouvoir regarder, faire un FaceTime digne de ce nom. Si on le mettait comme ça, on pouvait encore faire un FaceTime, mais simplement, le regard n'était pas... Il fallait regarder ici, pas regarder là. Quoi. Et ce qui est cocasse, je trouve, c'est que la caméra maintenant FaceTime est sur le côté, mais par contre la pomme reste dans l'autre sens. Ouais. Donc en fait, Apple propose un iPad qu'on garde la plupart du temps et on le voit, ils sont tous ici En mode portrait, en mode en paysage. alors Ouais. que la pomme, du coup, elle est de l'autre côté, alors que sur le Magic Keyboard, la pomme est du bon côté. Ouais. Donc on se demande si un jour Apple va pas changer le design de la pomme. Tu sais que c'est hyper intéressant que tu parles de ça parce que on a vécu le retournement de la pomme sur les MacBooks. Ouais. Enfin, sur les PowerBooks, je ne sais pas si vous vous rappelez les premiers. Pas lourde. C'est quoi? C'est Sex and the City. Le premier qu'elle a, quand elle ouvre, en fait, la pomme te regardait. Et comme les ordinateurs ont commencé à devenir hyper populaires, tu les voyais dans les aéroports, ils se sont dit, mais c'est un super vecteur de communication. Et du coup, c'est comme ça que tu voyais dans les amphis qui avait un Mac, dans les aéroports qui avait un Mac. D'ailleurs, les premiers, la pomme s'allumait, quoi. Ouais, ça Carrément. me manque, Après, ça. pour J'aimerais bien réduire que ça l'épaisseur, revienne. ils ont supprimé le rétroéclairage. Mais c'est vrai que l'orientation de la pomme a une importance. Et puis, gros changement, JB en parlait un instant, Christophe, depuis l'année dernière, c'est l'arrivée de l'OLED. Et là, vraiment, ça change vraiment tout en termes de rendu. Hein.
Ah bah, en termes de rendu, c'est sûr et certain. En fait, tu vois, c'est un peu comme ça pour tous les écrans dignes de ce nom aujourd'hui. Tu vas avoir des contrastes en fait enfin donc le noir et le blanc en fait qui vont être vraiment particulièrement éclatants et vraiment particulièrement marqués. Et effectivement, ben aujourd'hui, ça donne le ton pour une toute nouvelle génération en fait d'écrans pour l'iPad. Et on le voit sur cette petite vidéo, effectivement, qu'il y a une vraie différence entre un écran OLED et un écran même mini-LED, et surtout un écran LED. Sur l'iPad Air, les noirs sont gris. On peut dire même, JB Mathieu, que l'iPad même est en avance par rapport au Mac de ce côté-là. Totalement, bah ouais, et on attend ça sur le Mac, désespérément. Ça devrait potentiellement être le cas l'année prochaine sur enfin avoir un MacBook Pro OLED. Je pense que le prix va aussi grimper, parce qu'on voit qu'aujourd'hui l'iPad est très cher et on va en reparler. Mais oui, aujourd'hui l'iPad a le meilleur écran aujourd'hui qu'on peut avoir sur un produit portable pour travailler comme un ordinateur. Notamment pour les professions qui nécessitent un affichage de qualité, les graphistes, etc. C'est un point non Ouais, négligeable. c'est un point extrêmement important, surtout qu'Apple le positionne justement comme un outil pour les professionnels du design, du graphisme, de l'architecture, de la 3D. Donc effectivement, c'est un point majeur. Alors moi, un truc que je trouve bizarre depuis que l'iPad existe, c'est qu'ils ont choisi un format presque 4 tiers. J'ai un format de télévision à l'ancienne. C'est pas un format 16 neuvième ou 16 dixième comme sur nos Mac. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de regarder un film sur un iPad Pro. En plus, on a des super enceintes. Il y a 4 enceintes et le son est assez étonnant. Par contre, on a ces barres noires qu'on voit à l'écran en haut et en bas. On sait que dans le monde Android, ça a basculé, même le monde Microsoft, on a basculé vers des dalles 16 neuvième ou 16 dixième. Comment expliquer qu'on reste comme ça encore dans du 4 tiers chez Apple, les amis? Vous avez une explication? Moi, je pense que la réponse est simple, c'est les applications sont beaucoup mieux adaptées au format qu'à l'iPad celui-ci pour être à la fois en paysage et en portrait. Quand on regarde des Samsung Galaxy Tab S 8, 9, 10, 11, même les récentes, quand on passe en portrait ou en paysage sur X, sur Instagram ou je ne sais quelle application, les contenus sont affichés bizarrement et c'est le cas aussi des smartphones pliants où on voit que sur l'écran fermé, on a quelque chose qui ressemble et qui est semblable à un smartphone classique, donc c'est agréable, mais une fois qu'on le déplie, le ratio n'est pas du tout adapté, donc on s'y perd. Là, Apple a eu raison de garder, je trouve, ce format-là parce que depuis récemment, Instagram est arrivé sur l'iPad, bah, on a un vrai bel affichage d'Instagram sur l'iPad, alors que je pense que si on avait un autre ratio, ce serait moins agréable. Ouais. Donc c'est mieux. Je trouve. C'est juste dommage pour la consultation des vidéos, quoi. Ouais. Ouais. Après, tu peux toujours zoomer, mais tu es obligé de cropper. Hein. Mais une télé, c'est pareil. Une télé, tu as souvent des barres noires au-dessus et en dessous. Ouais. Un Mac, tu as aussi des barres noires au-dessus et en dessous. Et un iPhone, même s'il y a un format plus allongé, tu as quand même parfois des petites bandes noires. Ouais, ça dépend. Et après, je tiens vraiment à souligner quand même malgré tout que Apple me fait bien plaisir, tu vois, avec ce format 4 tiers, parce que moi, je peux consommer mon contenu des années 80 Mais il est resté bloqué. sans aucun problème. Non, mais blague, c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai consulté plein de vidéos sur YouTube sur les jours passés de vieux concerts. Ouais. Et en fait, en fonction de la période du concert, les boutons pour passer à la vidéo suivante se déplacent parce que, en fait, YouTube adapte l'affichage sur le. Et donc, en fait, à un moment donné, je voulais faire suivant quand c'est pas la bonne. À un moment donné, ça marchait plus. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il change la forme pour garder, rentrer dans ce bout de fenêtre sur le côté. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a plein de formats différents existants, quoi. Alors, dans le temps. Reste que on a vu que le design et les avancées datent quasiment de l'iPad M4 qui a plus d'un an maintenant. Mais l'avancée la plus marquante est arrivée au mois de septembre de cette année concerne l'interface avec la nouvelle version du système d'exploitation iPadOS 26. Et on peut dire que c'est un vrai bouleversement, pas seulement pour l'iPad Pro de dernière génération, c'est valable pour les générations précédentes. Il le fait ressembler vraiment à une machine multitâche proche d'un Mac. On a mis de côté quelques images, notamment du nouveau bureau, qui est assez criant, assez parlant, où on voit effectivement que l'iPad se transforme véritablement presque comme un Finder. Il manque juste le SSD pour cliquer dessus. La gestion des fenêtres qui est beaucoup plus libre, plus souple que Stage Manager. Et puis le redimensionnement plus fin comme un Mac. On a vu aussi apparaître l'apparition des 3 petits boutons, les fameux 3 petits boutons de macOS 10, avec les 3 couleurs. Et là également, on retrouve ces réflexes du Mac. On a vu arriver surtout la barre de menu qui est caractéristique de macOS depuis des générations. La souris qui n'est plus un rond, mais qui est Et le pointeur. plus ou moins un pointeur, C'est vrai. un triangle, on va dire. Ça ressemble un peu au triangle du logo, mais pour les plus vieux d'entre nous. Voilà, donc on voit véritablement de plus en plus qu'Apple essaie de nous vendre l'iPad comme un Mac tactile quasiment, même s'il y a encore des différences, on va en parler. Sachant que même
Mathieu, Apple a travaillé le fait qui était le gros défaut des iPads auparavant, la gestion des écrans externes. Oui, absolument. Effectivement, l'écran externe, jusqu'à présent, c'était très compliqué avec l'iPad, puisque du coup, les applications devaient gérer l'écran externe. Et puis ensuite, on avait tiers, il y avait des barres noires. Exactement, donc maintenant ça s'adapte correctement. Et puis la nouveauté cette année, si j'ai bien suivi, c'est le 120 Hz, qui est maintenant géré sur l'iPad Pro pour les écrans externes. Et puis je rajouterais également, tu parlais du Finder, la personnalisation du contenu qu'il y a dans le Finder, sur notamment par exemple la colorisation des icônes de dossiers, pouvoir mettre plus de personnalisation sur ces tags de fichiers, ça c'est quelque chose d'attendu. Alors avant de vous demander les amis si vraiment iPadOS 26 a changé véritablement la manière dont vous utilisez votre iPad, moi c'est mon cas, j'utilise de plus en plus l'iPad au détriment du Mac. Juste un mot avec Mathieu pour les entreprises. Est-ce que ça a été plus facile aujourd'hui dans les entreprises de convaincre de passer à l'iPad plutôt qu'un Windows ou un Mac avec iPadOS 26 En fait, si tu veux, l'iPad tire des nouveaux usages. C'est-à-dire que si tu veux déployer de l'iPad par rapport à du PC, par exemple, tu dois dire, OK, aujourd'hui, quels sont mes usages que j'ai sur PC? Comment je veux les transformer pour l'adapter sur l'écran tactile? Le cas le plus flagrant, généralement, c'est le retail. C'est-à-dire les boutiques en magasin. Je prends l'exemple de Hermès, par exemple, qui ont du Apple partout, de l'iPhone, de l'iPad, bientôt de l'Apple Vision Pro. Et ils en vendent, d'ailleurs. Ils en vendent, effectivement. Des Apple Watch aussi. Mais l'iPad, c'est devenu leur ordinateur principal. Mais pourquoi? Parce que, en fait, ces entreprises du retail redéveloppent leur processus métier pour s'adapter à l'écran de l'iPad. Donc, ils n'ont pas eu besoin de remaniement de l'interface, en fait. C'était déjà avant pour eux. En fait, c'est un cheminement. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'idée de se dire, je vais adapter mes applications pour qu'elles ne soient plus uniquement pensées pour Windows, mais qu'elles soient pensées pour toutes les plateformes. Donc, je vais développer des API, par exemple. Et ensuite, je vais développer une interface pour s'adapter aux changements métiers. Et donc, par exemple, à l'iPad. Et puis on a vu au-delà, JB, pour rester dans le pro, et puis tu peux rebondir aussi Mathieu, qu'on a vu arriver enfin de vraies applications pro dans l'univers de l'iPad. On attendait qu'Apple donne l'exemple, et il a fallu quelques années, ne fût-ce que pour arriver des applications pro. Ouais, alors pro à demi-mot quand même, Ouais. parce que c'est à 1000 lieues de ce qu'on retrouve sur Mac. Donc par exemple Final Cut Pro, Ouais. on retrouve 10% vraiment de ce qu'on retrouve sur Mac, donc c'est très très limité. C'est un abonnement en plus qu'il faut payer, donc c'est pas comme sur Mac où c'est un achat one shot, on l'achète et on l'a toute notre vie. Donc c'est vraiment deux approches complètement différentes. Il y a des choses en plus qu'on retrouve sur l'iPad qu'on n'a pas sur Mac. Sur l'iPad, on va avoir le Apple Pencil parce que justement, si on a l'écran tactile qu'on n'a pas sur Mac, mais sur Mac, on aura tous les plugins, on aura tous les effets. Tu peux pas retrouver tes plugins que tu... Non, on peut pas retrouver ces plugins, on peut pas importer des effets, on peut pas... il y a énormément de gestion qu'on a sur Final Cut Pro Mac qu'on n'a pas sur Final Cut Pro iPad, qui fait que moi, de mon côté, j'ai jamais réussi à monter une vidéo comme j'ai l'habitude de les monter sur un iPad alors que je les monte sur Mac. Ouais. Donc c'est ce côté Même si tu retrouves certains réflexes, il on manque a des certains pièces du réflexes, puzzle. mais et surtout les raccourcis clavier ne sont pas exactement les mêmes, donc c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Laurent. On a vu cette discussion il y a quelques semaines en parlant des iPads et de la cible et de qui était la cible. Je sais que tout à l'heure, Mathieu, tu discutais beaucoup avec les équipes en amont sur quels outils ils utilisaient dans leur formation. En fait, je pense que la transposition est impossible pour quelqu'un qui maîtrise un des deux univers. Toi, tu es un expert de Final Cut Pro et du montage, tu n'arriveras pas, à l'exception de dire je fais un short, tu vois ce que je veux dire, Clairement. un truc rapide. Ouais. En revanche, Mais pourrait le faire. La puissance de la machine permettrait de le faire. ils le feront le jour où finalement l'appli sera la même. Tu vois ce que je veux dire. Ce que je pense, c'est qu'en fait, je pense que c'est une autre cible. C'est-à-dire que je te racontais l'histoire de ma nièce qui est passée quelques jours à la maison, qui étudie à Bruxelles, et qui, elle, sa machine d'études, c'est un iPad. Et elle fait tout avec l'iPad. Elle consomme Netflix avec l'iPad, elle discute avec ses copines avec l'iPad, elle prend ses cours avec l'iPad. Et donc, en fait, c'est sa machine. Et en fait, l'ordinateur, ça ne représente rien. Là, c'est plus une question de génération. C'est pour ça, mon fils, qui était dans une école, qui était au collège équipé par iPad et monitoré par Jam, j'avais Jam par an, comment ça s'appelle? C'est Par an, par an, tout à hein. fait. Ouais. Et donc, qu'ils fassent leur devoir, c'est ça? ouais, non, tu peux bloquer en fait, c'est tout on va dire le contrôle parental entre guillemets. Et là, cette année, ils leur ont donné un PC puisque donc il est rentré en seconde.
Tu te rends compte, pour lui, il a que des iPads, mon fils. C'est un traumatisme. Non, mais c'est une découverte. Il a l'impression que c'est, tu vois, non, mais il a l'impression que c'est différent. Mon fils, je te donne un Tu vois, PC, un il y a plein de BlackBerry, choses- il y a plein de débrouille-toi. choses- Non, mais il y a plein de choses qui changent. Tu vois ce que je veux dire? C'est, Christophe, de ton côté, avec Underside, tu as vraiment senti un changement dans la manière dont les pros ou les utilisateurs qui étaient susceptibles d'avoir un iPad eh bien, s'y mettent plus volontiers aujourd'hui. Avant, ils étaient réticents ou pas? Je sais pas. Dis-moi. Oui, mais en réalité, tu vois, le nouvel iPad OS 26, je trouve, a été très polarisant, dans le sens où les personnes qui avaient l'habitude d'utiliser déjà la tablette, en fait, et qui étaient tout simplement dans un type de profil qui permettait l'usage d'une tablette, ont été plus loin. On fait une extension de l'usage de leur tablette parce que effectivement tu peux faire plus de choses, tu sais faire plus de choses avec la tablette aujourd'hui, avec le nouvel iPad OS. Tu parlais de l'écran extérieur, tu parlais du pointeur de la souris qui a changé, etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites à ce niveau-là. Mais effectivement, par contre, c'est exactement ce que vous disiez en fait et que je vais complètement valider, le fait que ta Final Cut, en fait, tu as besoin de plugins, et même pour un short aujourd'hui, tu as besoin de plugins aussi pour avoir tes effets, etc. C'est impossible de le faire sur l'iPad pour le moment, tu vois. Mais par contre, en fait, tu es un commercial dans une entreprise, pour en revenir à la thématique commerciale, entre autres du côté de Jamf, c'est génial parce qu'en fait, tu vas gérer de façon centralisée en fait l'ensemble de tes tablettes. Tu vas pousser tout ce que tes commerciaux vont avoir besoin d'avoir sur la tablette. Et puis derrière, en fait, ils vont être en parfaite mobilité. Et tu n'as pas, tu vois, une machine avec un clavier crée une scission, une séparation entre l'utilisateur et la personne en fait avec qui il est en train de communiquer. Ce qui n'est pas le cas de la tablette, parce que la tablette, tu la tiens en main, tu la tournes, etc., etc. Et donc tu vas pouvoir facilement montrer des slides avec Keynote ou bien PowerPoint en fonction de ce qu'on utilise. Et donc c'est vraiment un appareil fabuleux en fait, entre autres pour un profil de commercial. Donc ça dépend vraiment des profils. Ouais. Mathieu, pour conclure. Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Christophe, il y a quelques années, je travaillais dans un grand groupe d'assurance et j'ai déployé 3000 iPad Pro. Donc j'avais la chance d'aller à Cupertino pour voir le premier iPad Pro en avant-première, c'était en 2015, ça ne nous rajeunit pas. Et en fait, on s'était dit, ok, on a des commerciaux qui ont un iPad pour aller en clientèle, parce qu'en fait, il y avait de la 3G, donc on pouvait ensuite aller en clientèle et accéder à Internet. Et ensuite, ils revenaient à la maison le soir et ils se connectaient à leur PC, et ensuite ils envoyaient leurs documents via des PC, à l'époque il y avait encore des chèques, etc. Et en fait, on s'était dit, mais on pourrait mutualiser tous ces usages sur l'iPad Pro. Et je suis parti de ce groupe il y a quelques années et j'ai re-rencontré un commercial qui était parti d'AXA, mais qui utilise... Ah, t'as dit le nom. J'ai dit le nom, mais bon, bon, tu as le droit. Vous pouvez, j'ai le droit. Donc j'étais parti d'AXA et il avait gardé l'iPad Pro, en tout cas l'usage de l'iPad Pro, il s'était acheté lui-même un iPad Pro, et il continue de l'utiliser parce que, en fait, pour lui, c'est ce que je disais tout à l'heure en préparant l'émission, c'est just good enough. C'est-à-dire qu'il a par exemple son application Outlook, qui est quasiment la même que sur Mac, pour 90% des usages qu'il a. JB, tu nous disais tout à l'heure que tu n'arrives pas à monter, j'imagine que tu passes énormément de temps sur ton Mac à monter tes vidéos, sur qu'elles sont plutôt réussies, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'empêche, l'arrivée d'iPadOS 26, c'est ce que a changé la donne, le rapport que tu avais avec ton iPad. Moi, encore une fois, je me suis entre guillemets forcé cet été, tu sais, à utiliser la bêta sur un iPad Air. Ouais. Et j'étais très agréablement surpris d'avoir un petit Mac avec un écran de 9 pouces, ce dont je rêve depuis des années. Et en plus, il est tactile. Ah mais clairement, tu as tout dit. C'est une grosse force que l'iPad a désormais, c'est d'avoir cette interface qui vient du Mac. Et en fait, Apple a tout essayé, mais ils n'y sont jamais arrivés. Et finalement, ils se sont dit, le meilleur à faire, c'est de prendre ce que le Mac le fait depuis 20 ans, 30 ans, et finalement l'adapter au tactile. Et c'est cool parce que ça permet à l'iPad du coup d'en faire beaucoup plus, différemment. Mais j'ai surtout remarqué que toute cette interface est vraiment beaucoup plus pensée au clavier et à la souris qu'au tactile. Alors que l'iPad reste de base un produit tactile. Et donc tu consommes plus, tu produis plus, c'est plutôt des usages bureautiques. Hein. Totalement, parce qu'en fait, si on n'a pas le clavier et la souris, dès qu'on lance le clavier à l'écran, ça prend la moitié de l'écran. Ouais. Donc voilà, moi cet été, enfin pas cet été, mais quand l'iPad M5 est sorti avec iPadOS 26 dessus, j'ai voulu le tester, mais sans clavier souris. D'accord. Pour voir, parce que déjà ça coûte très cher à l'achat, et quand on achète un iPad qui déjà coûte cher, rajouter encore plus d'argent. Puis c'est plus lourd, mine de rien. C'est plus lourd, et on perd ce côté finesse de l'iPad alors qu'on va l'acheter cet iPad Pro pour ce côté finesse. Donc j'ai voulu un peu tester ce côté-là, de se dire est-ce que cet iPad Pro en iPadOS 26 en tactile marche quand même. Ça marche très bien.
Mais les boutons, on appuie une fois, on rappuie derrière pour fermer une fenêtre, ce qui est plus long parce que quand on survole avec le petit curseur sur le trackpad, ça se ferme automatiquement. La barre des menus, il faut le baisser, appuyer, genre on perd du temps. Donc en fait, finalement, l'iPad est beaucoup plus pensé au clavier et au trackpad C'est vrai. qu'en tactile. Donc ça pose des soucis, ça pose des questions quoi. Enfin, en fait, l'idée, c'est quand je me balade quelque part, avant, j'amène plus mon gros MacBook Pro 16 pouces, il reste dans mon sac et je prends mon petit iPad, mon petit clavier, je tape mes émissions, je lis mes mails. Pour des besoins assez basiques comme les miens, bureautiques, je dirais, c'est largement suffisant. Une réaction peut-être sur la chaîne YouTube ou sur le compte X dont refait le Mac. Ouais, on a eu deux commentaires qui étaient intéressants. Tout à l'heure, quand on parlait de la vitesse, on disait l'arrivée du 120 Hz, est-ce que ça voudrait dire que potentiellement Pour les écrans. il y a un écran 120 Hz externe qui pourrait arriver chez Apple, donc un studio display en 120 Hz, qui est un peu attendu parce qu'il y a quand même une frustration sur le fait Il y a quelques années qu'on l'attend. Voilà. Et la deuxième, c'est Alexandre Becquet qui nous dit qu'il a un iPad M1 et que iOS 26 lui a redonné un goût de fraîcheur. Ouais. Et ça, c'est assez unique chez Apple, de dire tu sors un OS, normalement, partout sur le marché, dès que tu sors quelque chose de nouveau, il te faut une machine plus puissante. Et là, tu redonnes vie à des machines anciennes parce que dans l'utilisation. Donc voilà. Ça, c'est un argument de béton pour dire si on doit choisir entre un Mac et un iPad, en termes de durabilité, en tout cas que ce soit l'un ou l'autre, on n'a pas trop de soucis quant à la durée de vie de ces produits en général. Ouais, si je peux donner un chiffre qu'on constate dans les entreprises, les taux de casse, de réparation, de change du Mac par rapport à l'iPad Pro ou l'iPad, le Mac c'est à peu près 12%, 10 à 12%. L'iPad c'est 5%. C'est-à-dire qu'on est à 2 fois moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un device pro perso. Oui, parce qu'on l'utilise à la maison, du coup on a envie. Alors que l'autre c'est notre ordinateur, on le met dans la sacoche, on l'en parle pas. Et dans le monde PC, on est à combien ? C'est no comment, on va dire. De toute façon, le TCO, donc qui est le coût de détention d'une machine, donc d'entretien et tout ça, est beaucoup plus élevé dans le monde PC que dans le monde Mac. C'est lié à deux choses. Alors que les machines PC sont majoritairement moins chères que des machines Mac. Les deux, toutes les analyses qu'on lit disent la même chose. La première, c'est que Mac plus macOS ou iOS, hyper grande stabilité. Donc du coup, tu as moins d'assistance. Il y a beaucoup d'entreprises qui te disent, nous, on préfère payer des machines plus chères et de ne pas avoir des équipes, des armadas d'IT derrière pour les gérer. La deuxième, c'était la discussion qu'on avait tout à l'heure sur la dimension statutaire. Quand tu as un terminal Apple ou un terminal, que ce soit un iPhone, que ce soit un iPad, que ce soit un Mac, il y a une dimension un peu luxueuse à la machine et tu as tendance à en prendre un peu plus soin. Premium. Et quand tu as une machine finalement qui vaut pas cher, ça se joue à pas grand-chose, c'est de la psychologie, mais tu as, bien sûr, je dis pas que les gens qui ont un PC, ils le jettent par terre parce qu'il vaut pas cher. Je dis juste que dans l'analyse qui a été faite sociologique de masse, c'est quelque chose qu'on retrouve. Voilà. Tu confirmes, Christophe, avec les systèmes que tu installes, il y a moins d'intervention. C'est vrai que c'est quand même plus difficile de planter un iPad que de planter un Windows ou un Mac. Et c'est plus facile aussi à réparer, ne fût-ce qu'à distance, quand on a un souci. L'iPad, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir un souci particulier, quoi. Non, mais exactement. Mais de toute façon, aujourd'hui, je peux citer un exemple très clairement, parce que le NDA, en fait, donc le Non-Disclosure Agreement est passé depuis cette année. On s'est occupé, tu vois, en fait, de l'Opéra belge, qui... C'est quoi, c'est 200, 300 utilisateurs. Chaque année, en fait, chaque 2 années, en fait, je pense, tu avais une personne qui venait pour, tout simplement parce que c'est de l'argent public, et qui venait vérifier justement le fameux TCO dont parlait Laurent, le Total Cost of Ownership, donc le coût total de combien va te coûter effectivement l'appareil sur sa vie entière. Et chaque année, en fait, il repartait avec un tableau de conclusion qui était positif, en fait, pour l'environnement Apple à chaque fois. Et c'était comparé à du Windows, à du Linux, etc. Donc, oui, parce que quand tu as des Macs qui, même en entreprise, peuvent aller jusqu'à 8 ans, tu vois, c'est vraiment très, très avantageux, quoi. Donc, oui, je le confirme. Et alors, pour le côté statutaire, moi, c'est un truc que j'ai déjà dit dans le passé, mais si je devais chercher un job aujourd'hui et qu'on me proposait un PC en plastique, en fait, mais jamais je rentre dans le job. Donc, tu t'imagines, ça. Très beau PC, monsieur. Avec des jolis logos dessus. Bref. Une petite réaction le Mac est un personal computer. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un PC une petite réaction sur X, Laurent. Non. Si. Non.
Si. Donc on a notre ami Mano qui dit, je pense que remplacer son Mac par un Tu fais ton Max. Ouais, c'est Formule 1. Ouais. Remplacer ton Mac par un iPad, c'est surtout une question de génération. Tu vois, on en revient. La Gen Z a grandi avec le tactile. L'écran est son outil principal dans le téléphone. Hein. Les générations précédentes restent plus à l'aise avec un clavier et une souris, voire même le trackpad. Donc forcément avec un Mac. Je dirais même la génération alpha, JB, aujourd'hui. Ouais, non, mais clairement. Et si je peux rajouter aussi, c'est que l'iPad a une grosse force, c'est d'avoir des applications que le Mac n'a pas. Netflix, Prime, c'est plein d'applications qu'on a et dont on peut télécharger des vidéos. Le Mac ne l'a pas. L'iPad, il y a énormément de jeux. C'est très ergonomique, tu as raison. Il y a plein de choses que l'iPad propose que le Mac ne propose pas. L'iPad, c'est plus fin, c'est plus petit, c'est plus léger. On peut faire autant de choses finalement différemment, mais... Et aujourd'hui, comme là, exactement ce monsieur l'a dit sur X, c'est générationnel. Les gens aujourd'hui veulent appuyer avec leurs doigts sur un écran. C'est-à-dire, tu as un poil plus jeune que nous. Tu as grandi, toi, avec les interfaces tactiles, un peu comme mes enfants, je dirais. Et je vois qu'ils n'ont pas un rapport naturel à un clavier, un souris ou un trackpad. Alors que dès que je travaille sur un Mac, ils viennent derrière moi, mon gamin, il veut toucher l'écran, quoi. Ah bah ouais, c'est vraiment générationnel parce que je pense que moi je suis juste avant ça. Je suis encore sur le clavier à la souris. Parce que vraiment. T'es élevé à la dure. Ouais, je trouve ça très pratique, des raccourcis clavier, de pas bouger ses mains et tout ça. Et je suis plus trackpad que souris où on peut bouger sur un bureau d'ailleurs. L'iPad c'est cool parce que ça rajoute des choses en plus. Mais je pense que à partir des années 2000, vraiment, début des années 2000, les gens ont grandi avec du côté tactile. Parce que ça s'est démocratisé en 2010, 2015, et c'est à ce moment-là où... Et l'iPhone y est pour beaucoup. Ouais. Rappelle-toi ce que nous disait Didier. Je crois que je sais plus si c'est Didier ou Christophe qui disait qu'en amphi, il avait vu des gens prendre des cours sur l'iPhone. C'est-à-dire plutôt que taper sur un clavier, ils continuent à taper sur leur petit... Les jeunes, en fait, ils ont tellement une habitude de taper. Pour une vitesse de frappe. Hein. Oui, en vitesse de frappe. Ils avaient l'iPad ou l'ordi devant les yeux, mais ils prenaient les notes sur le téléphone. Ouais. Et je fais ça personnellement. Quand je suis en conférence de presse, je prends pas de calepin, d'ordi ou ça. Je suis sur mon iPhone, je prends mes notes sur l'iPhone. Ouais. Tu gagnes un temps fou. C'est dans ta poche. Tu le sors instantanément. iCloud le synchronise à tous tes produits. Emballer, c'est peser. Enfin, vraiment, c'est génial. Alors, malgré tout, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à iPadOS 26 pour véritablement mettre l'iPad au niveau d'un Mac? Si on peut faire un petit inventaire à l'après-vert, qui veut commencer, les amis? Je peux commencer déjà pour les développeurs. Aujourd'hui, l'iPad n'est pas encore au niveau du Mac, parce qu'effectivement, il n'y a pas Xcode. Les grosses applications de développement, Visual Studio, etc., on ne les a que sur des ordinateurs. Donc, si vous êtes développeur, l'iPad, c'est pas pour vous? Bah non, clairement pas. Je pense qu'aujourd'hui, même si on fait du développement simple, web, etc., il vaut mieux prendre un Mac. Mais au-delà, pour les interfaces et les usages au quotidien, qu'est-ce qui vous manque que vous avez l'habitude d'utiliser sur Mac et que vous ne retrouvez pas sur l'iPad? Qu'est-ce qui t'a manqué quand tu as utilisé ton iPad avec iPadOS 26? Une vraie connexion de l'iPad à un écran externe. Ça s'est amélioré, mais c'est loin. Ça a vraiment. Tu voudrais avoir plusieurs écrans, c'est ça, toi? C'est en fait déjà de pouvoir fermer l'iPad. Le mode clamshell, c'est ça, on appelle comme ça? Ouais, parce qu'aujourd'hui, pour utiliser l'iPad sur un écran externe, il faut laisser l'iPad allumé. Ouais. Donc, il faut rajouter un clavier et une souris obligatoirement. Si on éteint l'iPad, l'ordinateur, l'écran externe ne marche plus. Moi, j'aimerais bien déjà que ça, ce soit possible, qu'on ferme l'iPad comme un Mac mini et que tout soit envoyé sur l'écran et c'est tout. Et que le clavier et la souris prennent le lead. Sauf que Apple part du principe que l'iPad est tactile, donc on ne peut pas transformer ce produit 100% tactile en un produit 100% trackpad et clavier. Mais j'aimerais bien que ça arrive. Ouais. Surtout que tu peux brancher un clavier Apple et un trackpad, parce que moi qui suis comme toi, je sais pas me servir d'une souris. Donc, et donc du coup, j'ai tout le temps un trackpad Apple avec moi pour quand je veux faire quelque chose d'externe. Et c'est vrai que tu peux dire, je pourrais avoir le même clavier Apple, le même trackpad, et finalement, ce n'est que l'unité centrale que j'embarque quand je me déplace. Et je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui me manque, c'est je trouve que l'application fichier, donc Files en anglais, est quand même loin du Finder. Elle n'est pas ergonomique, elle n'est pas logique. Même si pour le glisser-déposer, c'est quand même... Même si ça s'est grandement amélioré, c'est-à-dire que tu as un fichier download que tu peux retrouver facilement, parce qu'avant c'était l'enfer, quoi. C'était tu pars à la pêche. Avec l'éventail sur le dock. Ouais, c'est ça. Donc, Christophe, si tu avais un manque à pointer du doigt, que tu voudrais dans iPadOS 27... Pour moi, ce serait la gestion multi-utilisateur que tu as aujourd'hui, en fait, toute la finesse que tu as au niveau des permissions, au niveau des profils utilisateurs sur un Mac et que tu ne retrouves pas du côté de l'iPad. Et c'est vrai qu'on peut se dire, tu vois, que l'iPad, effectivement, c'est une tablette et donc
une machine qui se veut plus personnelle aujourd'hui, mais malgré tout, tu pourrais avoir un usage, même dans une maison, tu vois, avoir une tablette pour tout le monde et pouvoir se dire que j'ai pas forcément envie que mon épouse aille voir malheureusement tous les sites voilà. Oui, tu as une réaction sur Que je trouve intéressante, YouTube. que je trouve très intéressante. Parce que au début je l'avais pas compris. Là j'ai mon Mac et j'ai mon iPad. Il y a un truc qui est exceptionnel quand il y a les deux. C'est la souris, on peut pas la voir, mais quand je passe la souris, elle passe directement de l'autre côté. C'est instantané, hein, donc c'est fait comme si j'avais deux écrans, alors qu'ils sont pas reliés. Je suis pas en extension. J'en ai un qui est en mode iPadOS et l'autre. Ça c'est génial. Mais ce que dit RoZ06, c'est que lui, la bascule du clavier et du trackpad de l'un à l'autre, c'est une tannée. C'est-à-dire, imagine que tu as à la maison chez toi ou à ton bureau un clavier Apple et un trackpad Apple qui est relié à ton Mac. Si tu avais envie de l'utiliser sur ton iPad, tu dois le redéclarer, tu dois aller dans Bluetooth. Alors que ça fonctionne très très bien pour les AirPods. Sur les AirPods, tu passes de l'un à l'autre. Alors, je pense que il y a une différence, c'est que l'AirPod, c'est relativement descendant. C'est-à-dire que le son, même si tu peux parler, le son, quand tu écoutes quelque chose, tu as plus d'écoute que le fait de parler. Tu vois, l'usage est plus dans ce sens-là. Mais ouais, c'est vrai qu'on pourrait avoir une sorte de bascule, à minima, comme les claviers Logitech, où tu as le mode 1, 2, 3, où tu peux basculer facilement. Ils l'ont fait. Mais C'est par- Sidecar et le mode continuité. Non, mais c'est ce que je viens de faire là. Oui, mais c'est ce que je viens de faire là. Mais c'est pas la même chose. Là, la personne te dit, j'ai un clavier, je veux pouvoir l'utiliser avec mon ordi, mais je veux aussi pouvoir l'utiliser. Tu achètes un clavier par l'un ou device. l'autre. Ouais, mais passer d'un device à l'autre sans devoir le reconnecter, le réactiver dans l'autre. Christophe, tu voulais dire quelque chose? De mon côté, non. Ouais, non, je sais pas, j'ai rien de- vu passer un SMS, donc non, tout va bien. Oui, Oui, je voulais revenir Mathieu. sur le point de Christophe. Juste par rapport aux utilisateurs partagés, ça existe déjà Bien depuis sûr. plusieurs années dans l'éducation. Par exemple, Exact. un élève qui prend un iPad, il peut avoir son trombinoscope, il choisit qui il est, il a son petit code et il accède à tous ses devoirs. Et ça existe maintenant aussi dans l'entreprise. Par exemple, dans le retail, on prend un iPad, on fait ce qu'on appelle un pick-up, c'est-à-dire qu'on prend un iPad le matin, on s'identifie avec son compte Apple ID d'entreprise, Oui, d'accord. et ensuite on a une surcouche Mais pas d'entreprise. encore pour le perso. Et Voilà. pas pour le perso. Mais on en parlait tout à l'heure, c'est aussi sur l'Apple TV. Hein. Ça existe sur l'Apple TV, donc c'est vrai que... Et sur le Mac. Oui, sur le Mac. Le Sur Mac, ça a toujours existé sur le Mac. L'Apple TV, donc, c'est par définition un objet familial. Tous les membres de la famille regardent des contenus différents sur la télé du salon, mais c'est vrai que sur l'iPad, ça fait des années qu'on le réclame, ce multicompte. Et puis évidemment, si vous travaillez, comme j'ai essayé de le faire tout l'été, bien que c'était la bêta, et ça marchait super bien, elle était super stable, c'est plutôt rare pour être souligné. C'est évidemment quand vous voulez, je ne sais pas, accéder à un réseau Ethernet et charger l'iPad en même temps, on est très vite limité avec l'unique port USB-C ou Thunderbolt, puisque c'est le cas sur les iPad Pro. Et effectivement, si vous voulez travailler sérieusement et faire un peu de bureautique avec votre iPad, il faudra acheter un hub. C'est presque indispensable. D'ailleurs, Apple ne propose pas un vrai sérieux bien gros. Hein. C'est toujours un petit peu du bricolage. En clair, iPadOS 26 fait un énorme bond en avant et permet à l'iPad Pro de se rapprocher clairement du Mac. Mais on n'y est pas encore vraiment aujourd'hui. Alors, en tout cas, l'hardware, on va le voir dans un instant, est prêt en termes de puissance. iOS lui garde encore quelques freins volontaires pour penser que d'ici le mois de juin et la WWDC 2026, je vais un peu vite, mais ce sera iPadOS 27, compliqué. présenté par le nouveau CEO. On en parlera. Justement, on va essayer d'en parler dans le busomètre. Le busomètre, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé du côté de la planète Apple, du côté du site Mac Forever. Et en l'absence de Didier cette semaine, c'est Laurent qui s'en occupe. Salut Laurent. Salut tout le monde. J'ai passé une mauvaise semaine. Bien. Et je suis content parce que le point 3 va Commence par le point va 1. me dédouaner. Donc le point 1, c'est justement Tim Cook, et j'en parlais juste avant. On en a parlé l'émission, on refait dans le les Mac. précédents busomètres, on en parle régulièrement. Et j'avais eu cette petite phrase en disant, c'est bizarre, ça bruisse tellement quand même, depuis, tu vois, sur beaucoup de monde, que ça pourrait, à mon avis, se précipiter. Et là, on a des infos qui, encore une fois, hein, c'est des bruits de couloir, mais elles ont un intérêt, c'est qu'elles donnent... C'est le Financial Times, plus que des bruits de couloir. Oui, hein. mais ce que je veux dire, c'est que ça commence à construire quelque chose de cohérent. Alors, quelle est l'info? Il rappelle. L'info, c'est que Tim Cook partirait plus vite que prévu. Donc, Sachant que Apple est sur un exercice fiscal décalé, D'accord. puisque par rapport à Noël, donc il clôture pas. Donc ça pourrait être à l'annonce des prochains résultats, qui serait donc à la fin du premier trimestre.
Ça aurait un autre avantage, c'est que ça permettrait que la WWDC, qui sera le premier gros événement où il y a une présentation, soit faite par le nouveau CEO. J'ai pas lu les choses comme ça. Moi, j'ai Moi, lu j'ai lu qu'il préparait de manière un peu plus sérieuse sa succession, mais que ça aille si vite, j'ai pas. Ouais. Mais Bah, on a lu le même article, mais j'ai lu plus en moi, détail. oui, parce que Et, la traduction qui n'est pas la même. Là où c'est intéressant, c'est qu'on sait que Tim Cook a toujours dit qu'il était partant pour une succession interne. Il y a Comme de tradition chez Apple depuis l'ère Steve Jobs, quoi. Ouais, il y a 3 noms qui ressortent tout le temps, sachant que le nom qui serait le plus pressenti serait Turnus. John Turnus qui s'occupe du hardware, hein, c'est ça aujourd'hui. Ouais, on dit que patron du matériel. Federic il pourrait être une autre piste aussi. Pour le software. Mais du coup, ça serait le software. Et ça va avoir quand même un gros impact, parce que si c'est Turnus, ça veut dire qu'on risque d'avoir un coup de barre hardware. Donc Apple va. Si c'est côté software, peut-être que les services vont être plus développés. C'est intéressant ce qui peut se passer. Alors, votre réaction, les amis, à cette possible passation à terme Attends, juste pour info, quand même, ouais. ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout lié aux résultats, parce que les résultats Apple n'ont jamais été aussi bons. Et Tim Cook vient de fêter ses 65 ans, donc ça serait certainement une décision personnelle. Et puis au-delà, à 65 ans, on a peut-être envie de prendre sa retraite, tout simplement, surtout qu'il est à l'abri du besoin sur quelques générations et il est resté à la tête d'Apple, je crois, sans dire de bêtises. Il a fait un mandat plus long que celui de Steve Jobs. Hein. Et il a un résultat 15 ans. exceptionnel. Hein. Ouais. Alors, votre réaction, les amis, est-ce que vous pensez que... Moi, je suis un peu étonné qu'il choisisse cet instant maintenant, qu'il commence à... Je pense qu'il y a du vrai qui veut commencer la succession, parce que c'est nécessaire, et Steve Jobs l'avait fait en son temps, forcé par sa maladie, mais il l'avait fait en son temps pour préparer un petit peu les esprits. Mais moi, dans mon esprit, tant qu'il y aura un président, et je ne vais pas dire le nom, sinon on va être encore banné sur YouTube, où on va nous embêter encore avec les commentaires. Pour moi, il attend la fin du mandat du président américain avant de partir, dans mon esprit, justement pour protéger Apple. Mais il y a des rumeurs en date qui datent de tout à l'heure qui diraient qu'il partirait du poste de CEO, mais qu'il resterait chez Apple pour gérer justement les relations internationales ou gouvernementales. Donc ça lui permettrait de continuer sa relation qu'il a avec ce fameux président. Dont on dira le nom. Et oui. Ce qui est intéressant, c'est que s'il partait maintenant, il partirait au sommet de sa gloire. Tu vois, il y a eu des moments, dans les courbes, il y a des moments, là, il partirait, tu vois, ça serait... en termes de chiffres, il y a eu quelques ratés, mais l'intelligence artificielle aussi, quand même. Mais bon... peu importe, un raté. En tout cas, il a beaucoup été jugé sur les résultats économiques. Les résultats économiques sont exceptionnels. À ce côté-là, il a réussi. Tu sais que je ne suis pas toujours défenseur de Tim Cook. Il y a un sujet sur lequel on ne peut pas discuter, c'est les résultats économiques. On passe au Phone Pocket. Kezako. Donc en fait, c'est Apple, en manque d'inspiration, s'est dit où est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose, et donc ils sont allés chercher du côté de Borat. Ils lui ont passé un petit coup de fil en lui disant est-ce que tu crois que ton caleçon de bain pourrait servir de porte-téléphone? Et il a dit oui, il n'y a aucun problème. Et donc ils ont sorti le caleçon de Issey Miyake, a recousu le caleçon de bain de Borat. Blague à part, donc en fait, ce sont 2 pochettes, puisque ça existe en multicolore, mais c'est 2 types. Donc c'est un porte-téléphone en mode un peu chaussette, et j'aimerais que tu montres la tienne. J'ai retrouvé ma relique, ma vieille chaussette iPod. Regardez à quoi ça ressemblait. Elle est plus de première jeunesse. Hein. Voilà. Non, mais l'idée, c'est assez sympa. Je sais que JB était en Apple Store pour la sortie. On en parlait tout à l'heure. Ça reste un produit, je pense, qui fait fureur, puisqu'il est déjà en rupture de stock, malgré son prix. Donc le petit modèle est à un peu moins de 150 €, le grand modèle un peu moins de 250 €, pour faire simple. C'est brandé Issey Miyake, donc c'est du co-branding Apple Issey Miyake. Et je pense que ça peut trouver une cible, au-delà d'un univers bobo où tu as envie de montrer que tu as acheté le dernier truc. Je pense qu'on parlait des tours de cou, donc des téléphones portés avec des bandoulières. Ça a trouvé sa cible. Il n'y a pas de raison que ce truc-là ne trouve pas sa cible. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, ça a trouvé sa cible. Mais je veux bien la vie de JB, parce que toi, tu l'as testé. Et au-delà, moi, je les ai. Mais ouais, je sais. Pas ici, là, mais je les ai. Tu les portes pas? Non, pas encore. Mais à l'Apple Store Saint-Germain-des-Prés, c'était la ruée sur ce produit. J'étais à l'ouverture, il y avait 30 personnes qui faisaient la queue pour l'acheter. Et de ce qu'ils m'ont dit, je crois que ça a été en rupture de stock en quelques heures à peine dans le magasin de Saint-Germain-des-Prés. Ça sent que... Ce qu'on disait en préambule de cette émission quand on discutait ensemble, c'est que ça montre que la marque Apple a pris une dimension très particulière qui va au-delà de la tech aujourd'hui. C'est plus une marque tech, c'est une marque lifestyle, contemporaine, design, pour plein de gens. Et on le voit sur tout ce qui sort aujourd'hui, c'est beaucoup plus
ils cherchent une cible différente et ce style de produit, qui est un produit en édition limitée, spécial, en collaboration, il n'y a pas le logo Apple, c'est même pas un emballage Apple, c'est totalement différent, mais fait pour les produits Apple, iPhone, AirPods, batterie de Vision Pro. Sauf que le prix de la chaussette, il a un peu augmenté, hein, c'est Ouais, ça? mais parce que c'est aussi une collaboration, on va dire, avec un styliste japonais décédé depuis 2022, je crois, Ouais. mais qui avait une petite relation aussi avec Steve Jobs, bref, Il faisait donc, ces fameux ces pulls fameux noirs. cols roulés Mm. qui viennent de là. Donc je pense que dans le domaine de la mode, ce produit va cartonner, parce que la mode, ça ne s'explique pas, vraiment. On ne comprend pas parfois des délires qu'ils ont, et bah, je pense que ça en fait partie. Et je pense qu'on va en voir de plus en plus de ce style de produit Exactement. chez les gens. C'est ce que je voulais dire. Pour moi, ce produit, il va avoir deux impacts. Le premier, immédiat, il nous prouve combien Apple demeure une boîte capable de toucher un public hyper large. Et le deuxième, et je suis entièrement d'accord avec toi, JB, c'est que tu vas voir fleurir dans plein de produits, y compris Tout le monde va s'y mettre, quoi. dans des défilés. Mais une modification de la chose. Ça va pas être ça, mais tu vas te rendre compte qu'on va se retrouver avec des portes, je sais pas moi, parapluies, des objets. Non, mais même des sacs à dos, il y aura une Ce que j'ai pochette en adoré plus. sur la petite Tu auras- R5 électrique, c'est le porte-baguette. Je Ouais. trouve ça juste génial. Ouais, ouais, ouais. Bien. Tu voulais dire quelque chose, Oui, non, Mathieu? je trouve que c'est un peu l'héritier du partenariat entre Apple et Hermès qui porte ses fruits, en fait, d'avoir des nouvelles collaborations avec des couturiers, avec des marques de luxe. C'est aussi quelque part l'héritier de la collaboration, enfin, de l'édition Apple Watch En de or. première génération en or. Il C'est- n'a pas et été tu parlais nombreux, de- ceux-là, à l'utiliser. Hein, celle-là. Ouais, mais- Elle était Non, mais à c'est 20 pour 000 l'image. $. Mais c'est pour l'image. Tu parlais de statutaire Mais tout oui. à l'heure, c'est un produit statutaire. Ah, tout tu à fait, l'achètes ouais. parce que tu veux avoir ce produit de luxe. Et surtout, pour conclure, ça a vraiment buzzé ce week-end en ligne. Ah, ça n'a pas arrêté. Moi, j'ai fait un TikTok comme ça. Il a fait 2,5 millions de vues en une journée. Donc, tu te dis, OK, bon, en fait, les gens, alors déjà, ne comprennent pas le concept, mais ils sont hyper curieux. Ils en ont tellement entendu parler qu'ils voulaient voir à quoi ça ressemblait. Et comme il n'y a plus de stock en magasin, bon, bah voilà. Et que personne n'a acheté, des gens que je connais, bah, ils ont vu mon TikTok. C'est génial. On parle des futurs iPhones, Laurent. Ouais, donc c'est pour ça que je disais que j'ai passé une mauvaise semaine, parce que la semaine dernière, on avait une news qui parlait de l'iPhone Air. Et je disais, sans qu'il a plu, mais il a deux problèmes. C'est qu'il a un seul objectif, une batterie un peu légère. Mais je disais, si ces deux problèmes sont corrigés, peut-être que ça pourrait devenir un super modèle. Et puis là, on apprend qu'en fait, il n'y a pas de plan il y aurait pas de plan. Bien sûr, on est encore sur des infos de couloir, donc elles peuvent être Mark vraies Gurman, ou fausses. Hein. notamment. Ouais. Bah, il y en a certaines qui sont plus vraies que d'autres quand même. On se rend compte que tu sais, c'est toujours la même chose. Et, il voit et donc, assez juste, Mark il y Gurman. aurait, ouais, il y aurait un arrêt. Là où c'est plus surprenant, parce que autant se tromper sur l'iPhone Air, c'est pas grave en soi, c'est qu'il pourrait ne pas y avoir d'iPhone 18. C'est-à-dire que Apple pourrait modifier son rythme. Bon, moi j'y crois, je vais te dire, hein, on a le temps entre maintenant et septembre 2026. Ouais. Ça m'étonnerait beaucoup que... L'idée, c'est de ne pas sortir en même temps tous ces nouveaux produits. Ouais. Hein, et pour laisser le temps à Apple d'écouler. Et sur- respirer aussi. Ouais. Parce que nous qui testons les produits, quand sur les keynotes, il y a On n'a 5 pas assez de refait le Mac. Ouais, Il y a c'est clair. 5 iPhones qui sortent pour les Ouais. tester, c'est horrible, et même pour les consommateurs de se dire attends, je prends lequel. Et même aujourd'hui, quand on voit un R, un normal, un Pro, Pro Max, l'ancien, les gens sont perdus. Mm. Alors si en septembre prochain tu sors un 18, 18 Pro, 18 Pro Max, Fold, iPhone Air d'Air, Fold, R, c'est impossible à s'y retrouver. 17E. Donc s'ils arrivent un peu à scinder les deux tous les 6 mois, entre guillemets, eux ils sont gagnants parce qu'ils gagnent de l'actualité tout le temps. Ouais. Les gens sont gagnants parce que finalement ils ont un peu plus de temps pour économiser ou pour acheter. Et ils ont un peu moins de choix au moment T pour acheter. Néanmoins, ils résolvent. Il y a un souci aujourd'hui pour moi avec la gamme Apple, c'est qu'avant, quand ils sortaient un modèle, souvent, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils arrêtaient le modèle précédent, ils gardaient un modèle N-2, tu vois, pour des marchés, tu vois, annexes. Là aujourd'hui, tu te rends compte que parfois il peut y avoir 2-3 modèles de gamme qui sont encore vendus. Mais Ça jamais rend le Pro. Le Pro reste toujours la dernière génération. L'ancien Pro est toujours enlevé de la, Ouais, de la mais, vente. mais ouais. du coup, tu as une lecture de ce qui est disponible qui est hyper complexe. Et l'avantage de tout sortir au même moment, c'est qu'en fait, tu faisais la nouvelle vague, quoi. Chou. Tu vois, d'ailleurs, les OS, ils portent maintenant le numéro de l'année. Donc, du coup, ça te positionne. Si là, tu vois, si tu es en début d'année, fin d'année, milieu d'année, tu vois, On avait bien les SE, maintenant on a le 16E au printemps qui essaie de lancer On un sent nouvel qu'ils iPhone. essayent quand même. Ils essayent quand même, de ils ont trouver toujours d'autres un peu fenêtres de essayé. tir. Hein. Ouais. oui. Moi j'y crois hein, à ce Ouais, lancement en oui. 2 temps, comme Samsung qui le fait très bien, entre ses Fold et ses Flip d'un côté, ses S de l'autre. Ouais, et d'un A, côté juste avant ailleurs. l'été, l'autre Ouais. au Non, mais début c'est d'année. on va le voir, hein, on verra. De toute façon, ça va être facile à vérifier. Oui. C'est pas une info difficile. Il y a des nouvelles du Mac Pro, je crois, et elles sont pas bonnes.
Feu le Mac Pro, tu veux dire? Ah bon? Non, non, écoute, c'est la machine. Alors, quand j'ai lu la news, ça m'a un peu perturbé. Je me suis un peu posé la question et je me suis finalement. Le Mac Pro représentait la puissance en version Apple. Mais aujourd'hui, la puissance version Apple, finalement, c'est la puce Apple Silicon. Et tu n'as pas besoin d'une grosse machine pour avoir une puce Apple Silicon. Donc c'est là où c'est intéressant. On sent qu'il n'y a pas de grande volonté de produire. Les gens avant aimaient mettre aussi la carte graphique, machin, le truc bidule. Et aujourd'hui, finalement, c'est plus vraiment le cas. Donc finalement, est-ce que le Mac Studio n'est pas l'avenir du Mac Pro, tu vois? Et ça irait dans une trajectoire Apple. Ça a du sens pour Apple. Hein. Ils créent leur territoire de jeu à eux. Alors que le Mac Pro, finalement, c'est un vrai héritage du PC, tu vois, avec des cartes qu'on a ajoutées. Ce monde-là se perd un peu, je trouve. Donc, je pense qu'Apple a raison. Vite, Totalement. on a pris un peu de retard. Ouais, totalement, pour rebondir sur ton point, totalement d'accord. J'ai visité une grande entreprise de communication il y a quelques jours. Et en fait, eux, ils sont en train de remplacer tous leurs Mac Pro par des Mac Studio. En fait, aujourd'hui, le produit puissant chez Apple, c'est le Mac Studio. Ouais, toutes les cartes d'extension ne servent à rien, en fait, aujourd'hui. Avec. Surtout, c'est beaucoup plus petit. Ouais. Voilà. Ouais, bien sûr. Il y a moins de câbles. C'est posé sur le bureau. Le câble, il va directement. Allez, on termine par Tesla. Pourquoi Tesla dans le Busomètre? Alors, c'est très, très intéressant parce que si tu prends un conducteur de Tesla aux États-Unis, et par extension, je le ferai ailleurs, mais aux États-Unis, ça reste quand même une population qui est plutôt utilisatrice de produits Apple. Il y a quelques similitudes dans les profils des usagers. Oui, c'est ça socio-économiquement parlant. Hein, ok. Et donc, Tesla a toujours refusé. Hein, c'est une guéguerre historique. Donc, les Tesla ne sont pas équipés d'Apple CarPlay. Okay, qui pour moi était vraiment, hein, ça m'a toujours frustré de ne pas trouver ça. D'ailleurs, tous ceux qui ne peuvent se passer de CarPlay installer un écran supplémentaire. Didier en a présenté des dizaines tout au long du temps. Et alors que General Motors a annoncé l'arrêt de CarPlay dans certains de ses véhicules, Tesla fait le mouvement inverse. C'est une vraie surprise. Hein. Ouais, c'est une vraie surprise. Après, tu te rends compte qu'il y a aussi plein de choses qui sont passées. Rappelle-toi que dans une des news précédentes, on a annoncé que Apple pourrait faire un partenariat avec Starlink. Ouais, ça se réchauffe. Tu vois, tu te rends compte que c'est toujours la même chose. Tesla, c'est pas officiel encore. Hein. Non. C'est une rumeur encore. C'est une rumeur. Voilà. Non, mais c'est pour ça que je te dis. Mais tu as deux rumeurs et tu dis, ah, tiens, c'est peut-être bizarre, quoi. Tu vois, finalement, il y a peut-être, tu vois, un réchauffement, je dirais, peut-être pas humain, mais économique. Tu vois, à un moment donné, il y a des intérêts des deux côtés, quoi, à ce que ça aille dans ce sens-là. Et il y a Apple Music et Apple Podcast qui sont dans les Tesla maintenant. Donc finalement, quel est l'intérêt d'avoir CarPlay aujourd'hui? Oh, si. T'es fou, quoi. J'ai une Tesla, moi, je. Mec, pris en sandwich. Non, mais. Alors, moi, je suis en scooter, donc je vous laisse en débattre. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Busomètre. On enchaîne avec les benches et les tests de performance de l'iPad Pro M5. On fait un petit rappel sur les avancées de ce qu'il y a sur le capot, peut-être avec toi, Mathieu. Évidemment, une nouvelle puce M5, si tu veux détailler un petit peu, et au-delà, les promesses d'Apple. Qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça va changer au quotidien concrètement? Oui, alors l'iPad Pro M5 embarque la toute nouvelle puce M5, comme son nom l'indique. C'est un scoop. C'est un scoop. On a un CPU qui est maintenant 9 cœurs, qui est inférieur pour les modèles qui sont inférieurs à 1 Teraoctet. Donc il y a une différenciation de la gamme. Hein. Exactement, et donc 10 cœurs pour ceux qui sont supérieurs à 1 Teraoctet. Et puis ensuite, on a également le GPU 10 cœurs de nouvelle génération. Donc ça, pour les pros, c'est hyper important, notamment dans l'architecture, le design, d'avoir un GPU de plus en plus puissant. Et puis, si on parle des professionnels également, le fait d'avoir un moteur d'intelligence artificielle plus performant, plus puissant, avec l'arrivée du nouveau Neural Engine 16 cœurs, donc qui progresse également. Et cette puce, au total, est gravée en 3 nanomètres, comme le M4, mais avec une architecture de SoC qui est complètement revue pour l'intelligence artificielle. Donc là, c'est vraiment la même puce JB que ce qu'il y a dans le Mac Pro M5 qu'on a testé la semaine dernière. Exactement. À quelques petits détails près, on va y revenir. Pas de Wi-Fi 7 et pas de C1X, pas de N1, tout ça. Mais oui, concrètement, pour vulgariser, c'est la même chose. Avant justement de parler du C1X, et des manques et sortir les bains, tu voulais parler de la mémoire et de la sécurité et des avancées de l'iPad Pro dans ce domaine, en quelques mots, Mathieu? Oui, c'est quelque chose qui est passé un petit peu
de manière discrète au niveau de l'iPhone 17 Pro, puisque c'est arrivé avec la puce A19 Pro sur les iPhones gamme 17 et les R. C'est ce qu'on appelle le Memory Integrity Enforcement, ou MIE, donc c'est-à-dire la protection intégrée de la mémoire. L'idée, en fait, c'est que Apple a découvert depuis des années maintenant que la mémoire a été exploitée par des attaquants, donc la mémoire vive qu'on retrouve sur les appareils Apple. Et en fait, l'idée, c'est qu'un processus malveillant pouvait attaquer la mémoire pour ensuite rentrer dans des couches basses du terminal. Et donc, en fait, avec cette nouvelle fonctionnalité qui arrive sur les puces M5 et notamment sur les iPads, Apple met un stop sur les attaques, ce qu'on appelle dites mercenaires, et notamment avec l'arrivée d'un principe qu'on connaît depuis quelques années sur les puces ARM, et notamment les Tensor de Google qui ont été les premiers à l'adopter, ce qu'on appelle le MTE, c'est-à-dire que c'est des tags qui permettent de protéger une partie de la mémoire. En gros, pour résumer, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le SIP, donc la protection du système qu'on a sur les Mac, mais adapté à la mémoire. Ouais, donc c'est un vrai argument, encore une fois, aujourd'hui, d'aller vers ce genre d'architecture quand on vient du monde de l'entreprise, et la sécurité, on sait que c'est important. En termes de promesses, si tu veux le faire, Christophe, tu veux commenter les benches, si tu veux bien. On en est où en termes de promesses? Qu'est-ce que promet Apple par rapport à la puce M4 de l'iPad Pro qui est là de Laurent? Donc effectivement, Apple nous annonce des améliorations par rapport au M4, jusqu'à 5,6 fois plus rapide que l'iPad Pro, par exemple, avec une puce M1, ce qui est quand même drastiquement différent, même si la puce M1, maintenant, ça fait quand même quelques années qu'elle est sur le marché, jusqu'à plus de 15 à 20% en CPU multicore. Donc là, à nouveau, en fait, forcément, il faut avoir les applications qui vont utiliser du multicore, mais malgré tout, on peut voir cette différence, parce qu'il y a un impact forcément globalement sur la rapidité de l'ensemble des applications qu'on va utiliser sur la machine de Apple. Du côté GPU, jusqu'à 1,6 fois plus rapide. Et ben ça, c'est quand même énorme, et d'autant plus en fait qu'on voit que Apple travaille forcément à pousser de plus en plus, tu vois, les jeux vidéo sur ces plateformes. Et aujourd'hui, prendre un multiplicateur de 1,6, ça fait toujours plaisir de ce côté-là, entre autres pour les jeux vidéo. Alors jusqu'à 4 fois plus rapide pour la génération. Oui, vas-y, je t'en prie, continue. Ok. Jusqu'à 4 fois plus rapide pour la génération d'images par IA. Tout simplement, en fait, c'est vraiment une machine, en fait, aujourd'hui, que nous donne Apple, que nous offre Apple, en fait, qui est capable, grâce à l'Apple Silicon M5, de faire de l'inférence, de vraiment d'utiliser, en fait, de la génération LLM, de la génération d'images sur ces processeurs de manière excessivement efficiente, que ce soit au niveau de la vitesse d'exécution, mais aussi au niveau tout simplement de l'usage de l'énergie. Et donc, ça fait des économies de batterie, tout simplement, avec un usage qui se veut optimal en termes de rapidité. Alors, on a essayé de le vérifier, tout simplement. On n'a pas été très, très loin pour le mesurer. On a utilisé l'outil de référence qui est Geekbench, même si c'est un outil théorique, qui n'est pas un outil de production. Et effectivement, on a comparé l'iPad 4 à l'iPad M5 pour les tests CPU dont tu parlais à l'instant, Christophe. Et on voit effectivement en simple core et en multicore un écart relativement important entre l'iPad Pro M4 et l'iPad Pro M5. Et on reste à peu près dans le même ordre d'idée que sur Mac, 10 à 15% de plus d'une génération à l'autre, JB. Et puis, c'est, j'imagine, très sensible au moment tu l'as vécu peut-être plus sur le Mac, parce que faire des exports sur vidéo sur l'iPad, c'est plutôt rare, mais on voit vraiment un gain. Justement, en parlant d'export vidéo sur l'iPad, désormais, il y a les exports en arrière-plan qui sont lancés avec iPadOS 26 et qui, malgré tout, sont une super nouvelle parce que ça permet de pouvoir, comme on a un réel nouveau multitâche, faire plein de choses à la fois qu'on ne pouvait pas faire avant, sans que l'iPad, lui, peine à pouvoir faire autre chose, juste aller sur Safari ou une autre application. Un vrai multitâche. Moi, je me suis amusé à faire du Logic Pro, du Final Cut Pro, du Pixelmator Pro, du Safari, et plein de choses en même temps avec toutes les fenêtres ouvertes et les unes sur les autres, avec des tâches en arrière-plan et des exports aussi en arrière-plan. Ça fonctionnait très très bien. Donc oui, le GPU et tout ça fonctionne très bien. Et pour rebondir sur l'IA, je pense que même si aujourd'hui, concrètement, on ne fait pas grand-chose sur un iPad IA-ment parlant, ils préparent tout simplement ce qui va se passer en 2026 avec leur nouvelle Apple Intelligence 2.0. Et je pense qu'ils font la puce M5 aujourd'hui, qu'ils mettent un peu partout pour justement en 2026, tout soit prêt.
Ouais, l'idée, c'est que la vision d'Apple, c'est que l'intelligence artificielle soit embarquée et ne soit pas forcément dans le cloud exactement. comme aujourd'hui. L'autre test qu'on vous montrer, c'est celui de Geekbench pour Metal, pour la puissance du GPU. Et là également, l'iPad Pro M5, mais vraiment une énorme claque à l'iPad Pro M4. Il y a une énorme différence, 40 à 45% de différence. Et là, encore une fois, tout ce qui est montage vidéo, jeux, tu en parlais, notamment... Christophe à l'instant, on verra vraiment la différence. Et puis l'IA également, il y a un test Geekbench qui permet de mettre à l'épreuve le Neural Engine de la puce M5 et on voit également un gros écart. Donc de manière générale, les promesses d'Apple sont plutôt tenues. De manière générale, les tests de nos confrères le reflètent d'une manière générale puisqu'ils l'ont depuis pas mal de temps. En termes d'autonomie, tu as senti une différence par rapport à la Non. génération précédente? On Enfin, ne perd rien. même j'ai envie de dire, depuis l'iPad 1 en 2010, l'iPad a une excellente autonomie. Ça tient 10 heures sans aucun problème. Voilà. Et aujourd'hui, l'iPad est hyper efficient. Et on peut partir largement une journée, voire un week-end, vraiment, si on fait juste du bureautique et plein de petits trucs par-ci par-là, sans le charger. Et c'est vraiment juste trop cool, alors qu'il est super fin. Donc oui, l'iPad a une bonne batterie, a des bonnes performances, fonctionne très bien, est réactif, il est instantané. C'est un super outil, clairement. Tu en parlais tout à l'heure, par rapport au MacBook Pro, il est équipé du Wi-Fi 7, ce qui est quand même appréciable aussi, même si ce n'est pas le Wi-Fi 7 full band, dirons-nous. Comment on peut expliquer que l'iPad soit en Wi-Fi 7 et pas le Mac aujourd'hui? Tu parlais de la puce N1, C1. Je pense que il n'y a pas vraiment d'explication. Apple a peut-être fait juste un choix de le donner à l'un et pas à l'autre. Et c'est parce qu'il a cette puce, ce composant-là que n'a pas le Mac aujourd'hui. Ouais, voilà. Mais pourquoi l'iPad l'a mais le Mac ne l'a pas? Je n'ai pas la réponse. Et pour le coup, c'est pas vraiment explicable parce que le Mac pourrait clairement l'avoir. Donc rappelons, hein, la puce N1, donc c'est le composant Wi-Fi. C'est pour oui, le N1, c'est pour le Wi-Fi 7, le réseau Thread et le Bluetooth. Et le Bluetooth. Et ensuite, le C1X, c'est le modem. 5G. Exactement, 5G. Alors, on sait que l'argument numéro 1 de la vente d'iPad aujourd'hui en entreprise, c'est la mobilité. Donc la 5G, c'est très important. Oui, et d'ailleurs, on en parlait en préparant cette émission. L'iPad Pro M4 et l'iPad Air qui était M2, qui était sorti à peu près en même temps l'année dernière, avaient mis fin au fameux tiroir de carte SIM. Et tu regardais l'iPad Pro, tu disais, mais si, j'ai une carte SIM. Ah bah non, en fait, c'est de l'eSIM. Comme sur les iPhones aujourd'hui, enfin sur du moins l'iPhone Air. eSIM only, et effectivement... les iPhones aux US. Comme les iPhones US, exactement. Et effectivement, pour des populations qui sont ultra mobiles, des commerciaux, pouvoir être connectés partout, être dans un aéroport, pas avoir à se connecter au Wi-Fi, sachant les problématiques de sécurité des données sur des réseaux publics que l'on connaît, ça, c'est un vrai game changer pour les professionnels. Alors, cette volonté d'aller sur la fabrication de ses propres puces modem et ses propres puces Thread, Wi-Fi, Bluetooth et j'en passe, c'est pas simplement pour faire des économies dans un premier temps et pas passer par Qualcomm ou Broadcom. Il y a aussi une volonté d'offrir plus de sécurité, plus de souplesse dans le choix des lignes eSIM, qu'avant on n'avait pas. Tu m'en parlais en préparant cette émission. Oui, alors la hantise des responsables de parc en entreprise qui déploient des iPads avec des cartes eSIM, c'est les dépassements de forfait. C'est-à-dire, je pars en vacances et je regarde Netflix depuis un pays étranger. En Suisse, par exemple. Voilà, bonjour la note. Voilà, exactement. Moi, j'ai des clients qui sont venus nous voir en disant bon, j'ai un utilisateur qui a fait 15 000 € de hors forfait. Wow. Parce qu'en fait, on n'a pas le même plafonnement dans les forfaits entreprises. C'est une grosse entreprise. Disons que c'est une grosse fédération sportive. Voilà, on va dire ça comme ça. Effectivement, bon, jusqu'à présent, ces entreprises payaient. Et là, aujourd'hui, ils se disent, OK, on va déployer de l'eSIM, on va contrôler la façon dont la data est gérée sur les iPads. Et ça, c'est un bénéfice. On a des opérateurs gérer plus finement qu'avec la carte SIM auparavant. Ouais, je peux citer par exemple un opérateur global qui s'appelle One Global. J'ai aucun lien avec eux, mais voilà, simplement pour dire que eux, ils se sont spécialisés là-dessus, c'est de dire, je déploie des eSIM, donc ils fournissent en fait un paquet de QR code et sous forme d'un fichier CSV. Et ensuite, du coup, je peux déployer mes iPads et déployer mon forfait cellulaire sans que l'utilisateur ait à se rendre compte qu'il a un forfait cellulaire sur son iPad. Et ça, c'est complètement génial et ça révolutionne la façon dont on déploie les iPads dans les entreprises. Bilan, vous l'avez bien compris, on est quasiment au niveau... en tout cas, en termes de puissance brute, il n'a pas grand-chose à envier à un MacBook Pro. Et c'est justement l'objet de la partie suivante.
Alors, on va essayer de répondre à une question toute bête. Est-ce qu'il faut choisir un iPad Pro ou un MacBook Pro? On a vu qu'ils partageaient la même puce au niveau des perfs. Regardez, il y a peu de différence entre le modèle qu'on a testé, qui est un modèle 1 Tera de l'iPad Pro, et un modèle milieu de gamme du MacBook Pro M5. Donc, il y a des petites différences au profit du MacBook Pro, mais l'écart n'est pas assez important. Je crois qu'il doit y avoir un cœur en plus GPU peut-être sur le MacBook Pro. Je ne vais pas dire de bêtises, mais encore... Et encore, non, là on est en mode CPU, donc je dis n'importe quoi. Et pour Geekbench, effectivement, il y a un écart qui est relativement faible entre les deux produits. Donc sur une question de puissance pure RGB, il n'y a pas vraiment de question à se poser, ça vaut la même chose. Par contre, c'est l'univers applicatif qui n'est pas du tout le même, tu le disais en préambule. Les usages, c'est clairement les usages qui définissent quel produit tu prends. Est-ce que tu prends un iPad ou un Mac? Aujourd'hui, un vrai créatif, pour moi, il se doit de prendre un Mac, mais il va quand même retrouver des choses en plus sur l'iPad avec le côté tactile. Quand on fait de la photo, on peut importer directement dedans, on peut prendre l'Apple Pencil, retoucher ses photos. On a un super écran qui permet de voir la photo, de zoomer dedans avec ce côté tactile. Quand on est musicien, on a des applications avec des instruments tactiles. Quand on est vidéaste, on peut voir directement ses plans sur le moment, on peut les cutter, on peut les mettre directement sur les réseaux sociaux. En fait, pour moi, c'est vraiment deux produits ultra complémentaires. On sent qu'Apple veut nous vendre les deux produits, en Ouais. fait. C'est ça, mais on sent aussi que on dit toujours qu'Apple n'aime pas les produits hybrides, ils veulent des familles bien séparées. Avec iPadOS 26, ils vont vers cette hybridation qu'on a connue avec Microsoft Surface notamment. Et qu'on peut se poser la question légitimement que d'ici peut-être de 4, 5 à 10 ans, l'iPad sera vraiment un Mac bis, quoi. Surtout si demain le Mac devient tactile. C'est la rumeur aussi du moment qui parlerait que 2026 mettrait le Mac en OLED et en tactile. Ça aurait du sens également. Maintenant, l'OS en lui-même, macOS ou iPadOS, les deux en tactile, ça va ressembler beaucoup à la même chose. Parce que finalement, iPadOS 26 ressemble beaucoup à macOS 26 sur la forme. Peut-être pas sur le fond, mais sur la forme. Le tactile, aujourd'hui, c'est une demande dans les entreprises pour des ordinateurs? C'est important, c'est un critère dans le choix des produits ou pas? Tout à l'heure, je parlais de la communication. On retrouve beaucoup de graphistes, de designers qui vont consommer par exemple des produits de Wacom avec Pour des tablettes graphiques. stylets, des tablettes graphiques. L'iPad, effectivement, peut remplacer très largement ce genre de produit. Et c'est mobile. Et c'est mobile. Et puis surtout, on parlait de sidecar, le fait d'avoir un iPad qui est compagnon à un Mac. Enfin, ça, pour les graphistes, en fait, l'idée, c'est pas de se dire j'ai l'un ou l'autre, j'ai les deux, en fait. Alors, on essaie de comparer maintenant en termes de rapport prix-performance et rapport qualité-prix, dirons-nous, un iPad Pro M5 avec un MacBook Pro 14 pouces M5. Alors, évidemment, l'entrée de gamme, c'est un 256 Go et le MacBook Pro 14 pouces, c'est un 512 Go. Donc, vous voyez que les performances, les caractéristiques sont assez proches. Il y a plus de mémoire, bien sûr, du côté du Mac, sans surprise, avec ses 24 Go. Donc, on a essayé de pousser un petit peu le stockage sur l'iPad pour qu'il soit au niveau du MacBook Pro. Donc, on a pris une option 512 Go. En termes de connectique, il n'y a pas de photo. Si vous avez besoin de connectique, il faut mieux plutôt aller vers un Mac. Par contre, il y a des jolis petits capteurs photo derrière. Ça peut être pratique, notamment dans certains métiers. On pense à l'immobilier notamment, pour modéliser des plans, des choses comme ça. N'empêche, c'est très pratique. Oui, je peux citer le cas d'une grande franchise d'agences immobilières qui font des visites 3D, des visites virtuelles en réalité augmentée avec le capteur LiDAR qu'on retrouve derrière l'iPad. Il y a deux capteurs, effectivement, on ne l'a pas dit. Il y a un capteur photo et le deuxième capteur, c'est pas de la photo, c'est du LiDAR. C'est du LiDAR, effectivement, qui permet en fait de modéliser l'environnement en 3D de ce qu'on a. Et ça, pour les métiers de l'immobilier, de l'architecture, du mobilier design également, ça c'est vraiment un point important. Et si on revient à notre petit tableau, effectivement, on retrouve du Wi-Fi 7 sur l'iPad et du Wi-Fi 6 sur le Mac, donc c'est un peu moins bien. Mais par contre, JB, les rôles se sont vraiment inversés au fil des années entre le Mac en termes d'autonomie et l'iPad. L'iPad, c'était le champion d'autonomie, là, depuis l'arrivée d'Apple Silicon, vu la taille des batteries dans le Mac. Ah bah ouais, c'est game changer depuis 2020. Les Macs sont devenus des bêtes de course sur l'autonomie, sur la performance brute, même si le Mac est sur batterie. Parce qu'on a les mêmes performances sur batterie et sur secteur quand on utilise son Mac, ce qui est bluffant et ce qui montre que le Mac, quand on veut faire du vrai travail, est quand même aujourd'hui nécessaire parce qu'on peut aller beaucoup plus loin qu'un simple
iPad entre guillemets. Et en termes de prix, regarde, on dit souvent que l'iPad est moins cher. Effectivement, si on prend la version de base, ça coûte 1119 en 11 pouces, donc c'est beaucoup moins cher qu'un MacBook Pro 14 pouces à 2109 €. La version 13 pouces est un peu plus chère, 1469, mais il faut compter les options pour qu'ils soient vraiment comparables à un Mac. Alors les options, c'est quoi? On l'a dit, c'est l'option 512 Go, 250 €. Il faut prendre un clavier Magic Keyboard. Pas obligé de prendre un modèle d'Apple, mais on a joué le jeu, donc on a pris un modèle d'Apple. Donc 349 € pour un 13 pouces, pour un 11 pouces. 399 € pour un clavier, hein quand même, mais il est rétroéclairé. C'est bien quand même. Ce qui n'est pas le cas de l'iPad Air. Et il y a un port en plus USB-C. C'est vrai, mais il n'est pas full patate, mais bon, il est là. peut dépanner. 399 € si la version 13 pouces. Si vous voulez, quitte à avoir la totale, l'Apple Pencil, 149 €. Il faut un petit dock USB-C pour être comparable à un Mac. Allez, ça ne coûte pas très cher, ça se coûte à 30 € sur Amazon. On arrive pour un setup complet d'un iPad Pro comparé 512 Go comparé au MacBook Pro à un prix de 1897 € en 11 pouces et 2297 € en 13 pouces. C'est plus cher que le MacBook Pro M5, 2109 €. Enfin, moi, je suis un peu déconcerté par le résultat de l'addition à la fin. Je sais pas, Christophe, peut-être comme tu n'as pas beaucoup parlé sur ce chapitre, tu veux dire quelques mots? Là où on peut parler effectivement de la différence entre les deux, c'est, comme tu le disais, Olivier, c'est l'addition en fait sans cesse d'accessoires pour à un moment donné en arriver à ta configuration Apple. Et puis là, tu es toujours très étonné quand même malgré tout en fait du prix auquel on peut acheter finalement une tablette Apple en fait avec on va dire haut de gamme, avec un maximum d'options et surtout la partie stockage aussi qui coûte toujours aussi cher aujourd'hui. Allez, on va conclure cette émission par un petit focus sur l'iPad dans l'entreprise. Alors, Apple n'a pas attendu l'iPad Pro M5 pour se développer dans les entreprises. Mathieu, on en est où? Quelles sont les catégories d'entreprises qui utilisent au quotidien l'iPad aujourd'hui? Toutes les entreprises utilisent l'iPad aujourd'hui. Je ne connais pas une entreprise qui n'a pas d'iPad, ne serait-ce que pour l'iPad du PDG ou l'iPad des comités exécutifs. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'iPad, c'est un poste de travail comme un autre. C'est un endpoint, comme on dit, comme un autre. Si je prends par exemple l'intégration dans les entreprises d'un point de vue réseau, il y a quelque chose qu'on connaît bien dans le grand public, c'est, vous savez, le relais privé iCloud. On en parlait en préparant C'est sorti l'émission. quand il y a un an ou deux, c'est ça? 3 ans presque Ouais, 3 ans maintenant, peut-être, 2022 je crois. Pas trop vite. Et en fait, Apple a sorti l'année dernière avec iPadOS 18 et l'a encore amélioré avec iPadOS 26, ce qu'on appelle les relais réseau. Donc l'idée, en fait, c'est de dire, je prends cette technologie que j'ai mis dans le grand public et je l'apporte pour les professionnels. Sachant qu'il y a un mouvement de fond énorme au niveau des professionnels, c'est ce qu'on appelle le Zero Trust. C'est-à-dire qu'en fait, ces appareils-là, quels qu'ils soient, de toute façon, on ne leur fait pas confiance. Jusqu'à présent, on déployait ce qu'on appelle des VPN. Oui, c'est assez Des courant. VPN d'entreprise. On le connaît dans le grand public, le VPN, mais dans les entreprises, on trouvait C'est ça. obligatoire. C'est obligatoire. Et en fait, Surtout avec le télétravail aujourd'hui. exactement. Et en fait, l'idée, c'est que comme toutes les applications aujourd'hui, quasiment 80-90% des applications d'entreprise, elles sont de toute façon dans le cloud, l'idée, c'est comment je protège ces applications. Et pour ça, en fait, je vais regarder la posture de sécurité de l'appareil et donc, par exemple, m'assurer que mon iPad Pro, il a bien iPadOS 26. Et là, aujourd'hui, les relais réseau, en fait, c'est beaucoup plus puissant qu'un VPN, beaucoup plus rapide, et ça permet de l'intégrer extrêmement facilement sans même que la personne qui va utiliser l'iPad entreprise s'en rende Et compte. ça, c'est vraiment typique de ce que propose Apple. On ne le retrouve pas dans d'autres environnements aujourd'hui? Aujourd'hui, les relais réseau, c'est quelque chose qui est exclusif à l'environnement Apple. On ne D'accord. l'a pas sur PC. En fait, ça utilise une technologie qui s'appelle le protocole MASC, HTTP3, qui a été implémenté par Apple pour le relais privé d'iCloud, et qui aujourd'hui n'a pas encore été implémenté ni par Microsoft, ni par Google dans leur système concurrent. C'est vrai qu'Apple nous en a très peu parlé finalement de ce point-là, et c'est un vrai argument pour convaincre les entreprises. Alors tu le disais lorsqu'on a préparé cette émission ensemble que des types de métiers, des types d'entreprises ont opéré le virage de l'iPad de manière naturelle depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on peut les citer? Je me souviens que tu avais beaucoup insisté notamment sur le secteur aérien où l'iPad est très présent aujourd'hui. Oui, alors je ne peux pas citer les clients avec qui je travaille, mais Ou que tu voudrais travailler. Ou avec qui je voudrais travailler. Mais je peux par exemple citer le cas d'une compagnie aérienne
on va dire, qui opère en France, mais qui n'est pas 100% française, Bon. dont les pilotes en fait, ont à la fois des Airbus et des Boeing. Et en fait, l'iPad, le pilote a l'iPad comme son device de base, donc il a des usages perso quand il n'est pas dans la cabine de vol. Mais pour être conforme, en fait, quand il arrive dans sa cabine Boeing ou Airbus, l'iPad va s'adapter automatiquement. Parce qu'en fait, dans la cabine de pilotage, il y a un petit capteur Bluetooth, ce qu'on appelle un beacon. Et donc l'iPad rentre dans cette région beacon et va complètement se personnaliser avec, par exemple, le manuel de bord du Airbus Intel ou du Boeing Intel. Ouais. Ça, c'est des usages ce qu'on appelle les Electronic Flight Bag, qui ont complètement changé l'industrie aérienne et dont l'iPad aujourd'hui est pionnier. Je pense par exemple, là, cas d'usage réel et public, American Airlines, qui a basculé toute sa flotte d'Android à iPadOS et iOS. Donc c'est plus facile de switcher dans ces conditions-là. On parlait beaucoup de l'aérien, tu parlais en préambule tout à l'heure de l'assurance avec AXA, également c'est un secteur où le retail encore, où l'iPad est très présent. Oui, alors bon, c'est vu comme deux secteurs complètement différents. Si vous allez sur apple.com, vous avez tous les secteurs d'activité qui sont listés par Apple et l'iPad est généralement en très bonne position. L'assurance et le bancaire aujourd'hui, l'iPad est vu comme un support commercial. C'est-à-dire que je vais utiliser l'iPad pour proposer mes produits, les montrer à mes clients, mais également pouvoir accéder à mes outils du quotidien, mon CRM, ce qu'on appelle donc la base de données de l'entreprise et la base de données de clients. Et puis, dans le monde du retail, alors là, donc les magasins, je prends par exemple, on recite les boutiques de luxe, Lacoste, Chanel, Hermès, tout ce qui est lié à Kering par exemple également, utilisent massivement l'iPad et l'iPhone pour mettre en place des cas d'usage spécifiques et notamment des cas d'usage partagés en entreprise. En Apple Store, c'est plus des iPhones, j'ai l'impression, aujourd'hui, qui sont déployés. Ouais, ils sont repassés à l'iPhone et ils ont une nouvelle interface maintenant où en fait on scanne un petit QR code, ça prend toutes nos données et ça nous envoie directement le ticket de caisse par mail. Et on a le Tap to Pay maintenant sur l'iPhone, ouais, exactement. Tu le disais, et puis un secteur dont on entend parler depuis de nombreuses années autour de l'iPad, c'est un peu ce fantasme du cartable numérique, qui était ce que nous promettait Steve Jobs à la sortie de l'iPad, entre autres. Il y avait le cartable numérique et puis les journaux numériques. Ça, les journaux, malheureusement, c'est à reléguer au passé. L'iPad, c'est un vrai standard aujourd'hui dans le secteur de l'éducation, même si on sort un petit peu du secteur de l'entreprise. Alors, oui, et c'est un grand oui. En plus, cette semaine, c'est l'ouverture du salon Educatech, donc qui est le gros salon de la technologie dans l'éducation. Oui, c'est... Alors, l'iPad Pro, spécifiquement, on le trouve plus rarement dans l'éducation. On va dire le secteur éducation au sens large. L'iPad Pro, on va plutôt avoir des utilisateurs VIP dans les universités, par exemple des maîtres de conférences qui vont beaucoup utiliser l'iPad Pro. Après, l'iPad Pro spécifiquement dans l'éducation, c'est ce qu'on appelle, nous, l'éducation au sens large. Les laboratoires de recherche en font partie. Tout ce qui est lié à la recherche, où on retrouve beaucoup d'iPad en complément du Mac, et des Macs généralement puissants. Mais si on parle de l'iPad de manière générale, je peux par exemple citer le cas du département des Yvelines, Seine-Yvelines numérique, qui a déployé plus de 120 000 cartables digitaux. Il y a les Alpes-Maritimes également, le CD06, qui a déployé des milliers et des milliers d'iPads pour les collégiens et les lycéens. Ouais, c'est-à-dire que l'avantage d'un iPad par rapport à un livret scolaire classique, c'est qu'effectivement, il se met à jour plus facilement, pas besoin de rééditer, d'imprimer, de jeter, de reconditionner. Et ça fait moins mal au dos. Ouais, ça fait moins mal au dos. C'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai mon fils qui était dans un collège donc équipé d'iPad. Donc le collège il n'avait pas de scoliose. Maintenant, il en a une depuis qu'il est passé au PC. Le petit qui, lui, est dans un collège plus tradi, et donc avec des livres. Là, j'ai carrément pris la décision de racheter les livres en double. Enfin, le matin, c'est moi qui porte le sac. Enfin, ce matin, son sac, il était impossible à porter, quoi. Je me dis, ce soir, il est rentré. Ouais, mais bon, après, si tu rentres sur les roulettes, ça veut dire que tu te bats. Enfin, non, mais je trouve dommage aujourd'hui qu'on en soit encore à des livres. Tu vois, je vois la différence entre les deux, quoi. Pour conclure, Mathieu. Ouais, la question numéro 1 dans l'éducation, aujourd'hui, sur l'iPad, c'est Apple Intelligence. Aujourd'hui, il y a cette dualité de se dire, je vais bloquer l'usage de l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation parce que j'ai envie que l'élève réfléchisse. Et donc, je mets à disposition des iPads qui ont cette capacité Apple Intelligence. Il n'y a pas trop de risques aujourd'hui avec le niveau d'Apple Intelligence, si je peux me permettre. Faire des petites photos. Par exemple, il y a les notes mathématiques. Ouais. Voilà.
Oui, d'accord, je vois. Christophe, tu as un petit mot pour la conclusion peut-être ? Non, mais effectivement, je pense que c'est effectivement en France, en Belgique, au Luxembourg, les tablettes de Apple sont vraiment la machine par excellence qui est utilisée dans l'éducation. Ça, c'est une certitude. Et effectivement, moi, l'un de mes fils est dyslexique, tu vois. Et donc, il a droit justement à l'obtention d'une tablette pour tout simplement parce qu'en fait, c'est plus facile pour lui de taper en fait et de lire tout simplement à partir d'un écran. Et aujourd'hui, en fait, je trouve que ça en dehors de l'aspect éducation traditionnelle, pour les enfants qui ont des petits problèmes de dyslexie, etc., c'est quand même game changer également. Donc, franchement, de ce côté-là, bravo Apple, bravo les profs, bravo Jamf aussi pour la gestion centralisée de tout ça. Donc, c'est super cool, quoi. En tout cas, merci d'avoir en tout cas suivi ce grand test de l'iPad Pro M5. Vous avez bien compris que notre cœur bat encore un petit peu plus fort pour le Mac pour le moment, mais que l'iPad de génération en génération se rapproche, surtout avec l'arrivée de l'iPadOS 26. J'ai hâte d'être en juin prochain. N'hésitez pas à réagir, à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que seriez-vous prêt à remplacer votre Mac par un iPad Pro M5 ? Est-ce que vous serez prêt à tout simplement peut-être à choisir un modèle plus économique, un iPad Air M3, voire un simple MacBook Air ? On lit tous vos avis, ça nourrit les prochaines émissions. Allez, on passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on va commencer par la personne la plus lointaine de nous, à savoir Christophe. Christophe, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Alors, mon coup de cœur, c'est... pour te faire deviner, tu vois, c'est un film des années 80 pour avec changer. Winona Ryder. Voilà, avec Winona Winona Ryder et Michael Keaton. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Oui. Si tu dois dire 3 fois son nom, par Non, il exemple. ne faut pas dire Non, 3 ne fois. le dis pas surtout. On va dire qu'une seule fois, Betelgeuse. Voilà. Beetlejuice, effectivement. Et je voulais parler surtout en fait d'un nouveau flipper sur Beetlejuice qui est fait par une boîte américaine qui s'appelle Spooky Pinball. Alors, c'est même pas la peine d'aller chercher à en acheter un en fait parce que les 999 exemplaires ont été vendus en 15 minutes. Donc c'est un truc de fou furieux. Mieux que l'iPhone Pocket, que le phone Pocket. Oui, ça a été un petit peu plus vite, effectivement. Mais le truc qui est dingue, c'est que je vous invite vraiment à aller voir la vidéo autour du flipper. Il y a plein de technologies à l'intérieur, entre autres au-dessus, ce qu'on appelle le topper, donc ce qui vient se positionner au-dessus du flipper, peut avoir la forme en fait d'un animatronique, donc c'est vraiment comme dans les films, vous voyez, les poupées, en fait, les robots animés, etc., qu'on utilise dans les films. On en a un juste au-dessus du flipper, et on va pouvoir interagir justement avec un LLM à l'intérieur, donc de l'intelligence artificielle embarquée dans le flipper. Et on va pouvoir interagir avec lui, en fait, parler avec le flipper, dire 3 fois le nom de Beetlejuice, etc., etc. Et le flipper réagit. Donc c'est vraiment très cool. Allez jeter un coup d'œil en fait sur cette vidéo. Le flipper, vous pouvez plus l'acheter. A priori, c'est une quantité limitée en fait, donc il n'y en aura plus. Mais par contre, allez jeter un coup d'œil à la vidéo, c'est vraiment super cool. Merci Christophe. Laurent, ton coup de cœur de ton côté ? Écoute, mon coup de cœur, tu sais, je fais pas mal de drones en Corse et c'est devenu compliqué, la réglementation, toutes ces choses-là. Et en fait, on a DJI qui est le leader incontesté de l'univers. Hein. On parle quasiment plus d'autres marques, même s'il en existe d'autres, mais ils survolent le marché, sans jeu de mots. Et ils viennent de sortir le Neo 2, qui est un tout petit modèle, et donc du coup tu es en dessous de quasiment toutes les réglementations, donc tu peux te faire plaisir. Ça commence, tu vois, le truc de base à un peu moins de 250 €, quoi. On peut vraiment l'utiliser presque même à l'intérieur pour faire des prises de parce vue. Que l'intelligence artificielle est remarquable. Il est protégé, les pales sont protégées et tout, donc c'est très très sympa. Pour les créateurs de contenu, ça va être un super produit. À propos de créateurs de contenu, Jean-Baptiste, de ton côté, ton coup de cœur ? Moi, c'est pas très compliqué. J'en avais déjà parlé sur mes réseaux, c'est les Oakley Meta Vanguard. C'est des super lunettes connectées et c'est un peu la mode et c'est peut-être le futur du smartphone, comme tout le monde aime bien le dire. C'est des lunettes connectées qui te donnent un style du futur. Tu embarques une petite caméra juste au-dessus pour filmer en 3K qui se connecte à une montre Garmin ou à Strava pour avoir toutes les infos sportives. Après coup, quand on va avoir notre petite vidéo, on peut téléphoner, on peut avoir Meta AI, on peut faire plein de choses. Enfin, c'est super chouette. Et en plus, c'est pour faire du sport. C'est génial. Moi, j'adore. C'est un peu comme les Ray-Ban Meta, c'est les mêmes, mais version Oakley, version sportive, pour faire du vrai sport pour le coup, en étant
fullement étanche. Tu me disais, l'avantage, c'est que contrairement au Ray-Ban, la caméra est au centre. Ouais, la caméra est centrée et c'est mieux parce que ça nous évite de chaque fois bouger sa tête pour essayer de centrer et cadrer. Là maintenant, c'est tout le temps comme ça. Ça vaut cher, non? Ça vaut 500 € à peu près, selon le verre qu'on prend ou autre. Donc bon. On attend avec impatience qu'Apple utilise le même créneau. On va voir dans les mois qui viennent. De ton côté, Mathieu, ton coup de cœur? Alors moi, mon coup de cœur, c'est une annonce, celle de Valve, d'une nouvelle gamme de produits. Ils ont annoncé des manettes, ils ont annoncé un casque VR dédié aux jeux vidéo, et ils ont annoncé Steam Machine, donc qui est la version de console de salon de la Steam Deck. Donc il y a quelques années, en fait, Valve a mis un peu un coup de pied dans la fourmilière des consoles portables avec la Steam Deck. Moi, je l'utilise depuis plusieurs années. C'est ton J'adore. côté obscur. Hein. On Ça, n'a pas l'air ouais. comme ça avec ton petit Steam existe sur Mac. Ouais, et donc, bien du sûr. coup, je peux avoir ma librairie de jeux Steam sur un peu partout, Tout en travaillant. tout en travaillant entre deux clients, entre deux entreprises. Et donc, ils annoncent, en fait, Valve annonce que cette Steam Machine, donc, qui va venir concurrencer, selon leur dire, donc, les consoles de salon, est jusqu'à 10 fois plus puissante que la Steam Deck, et également offre un accès facilité aux librairies de jeux Steam. Et donc ça, c'est top. Tu vas l'acheter, Christophe? Mais écoute, pourquoi pas en tout cas, j'ai vraiment envie de l'essayer parce que c'est très bien qu'elle arrive sur le marché, elle arrive au moment le plus adéquat possible en fait, parce que à l'heure actuelle, en fait, Microsoft est en train de se retirer du marché de la console de jeu, et donc finalement, il va rester PlayStation et Nintendo à côté. Mais qui ne sont pas réellement concurrents, tu vois, c'est pas le même genre de public. Et aujourd'hui, le fait en fait que Valve arrive comme ça en fait avec un produit, c'est plutôt pas mal. Et alors petit clin d'œil aussi en fait, parce que forcément ça a la forme d'un cube. Il y en a pas mal et ça vient pas de moi en fait, qui ont fait ce jeu de mots autour de la GameCube, parce qu'en fait le boss de Valve s'appelle Gabe, et donc ils ont appelé ça le Gabe Cube. C'est bien trouvé. De mon côté, regardez, je les porte au bout du nez. Moi aussi, j'ai des lunettes, mais moi, c'est pas pour les mêmes générations. C'est la même maison mère. C'est la même maison mère, mais c'est la marque Nuance Audio Glacis. Et ce sont des lunettes avec des micros directionnels, avec une petite application iPhone qui permet pour les personnes qui commencent à être un petit peu dures de la feuille. Toi? Non, moi ça va. C'est surtout, c'est dur à convaincre ces personnes-là. Moi, j'ai mon papa qui. Non, ce qui est dur à convaincre, c'est de porter un appareil. Oui. Et donc, du coup, des lunettes où tu ne vois pas l'appareil, tu réponds je dirais, Mais c'est les le Anglais, c'est des principal fils de frein gap. à convaincre mon papa de s'équiper aujourd'hui parce qu'il a vraiment du mal. Et avec ces lunettes, alors évidemment, ça fait l'arsène avec mon micro HF, mais passons. Ces lunettes sont équipées de micros directionnels, donc je te regarde, ça amplifie automatiquement le son quand je te regarde. Il y a un mode qui permet, lorsque vous êtes dans un restaurant, c'est un brouhaha, de diriger le son carrément à la pointe du doigt sur l'iPhone. Donc c'est assez bluffant et c'est vachement discret. Donc vous pouvez changer évidemment les verres et mettre des verres correcteurs. Et c'est pas du tout traumatisant. Et je pense que je vais enfin réussir à convaincre mon père de s'équiper. Surtout, tu n'as pas l'impression d'avoir quelque chose. Parce que j'en ai pas besoin. Je suis pas jeune, bordel. Non, mais tu n'as pas l'impression d'avoir quelque chose d'électronique, parce que quand Non. on les voit, les branches sont pas particulièrement. Alors, je vais les couper pour éviter le l'arsène. Mais effectivement, ça reste assez discret. Hein. C'est la même techno, j'imagine, pour le son que les Ray-Ban Meta. Et c'est la même maison mère. Luxottica. Et c'est Nuance Audio qui fait ça, les Glacis. Et vous voyez, pour les charger, on les pose sur ce petit chargeur à induction qui rappelle également celui qui existe du côté de chez Ray-Ban. Ça coûte quand même autour des 700 € quand même. Il y a une promo en ce moment, c'est même plus de 1000 €. Mais évidemment, c'est vraiment un moyen de convaincre les plus âgés qu'on aime tant de s'équiper pour qu'ils nous entendent de mieux. Voilà, et qu'ils baissent enfin le son de la télé, s'il vous plaît. Voilà, c'est la fin de ce 68e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci Laurent, merci Mathieu, merci JB, merci Christophe d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore pour votre fidélité et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission. Je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube et puis n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton pour vous abonner et le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. À la semaine prochaine. Salut.